Je prends la parole, mais très ému. Premièrement, parce que je suis Saint-Maurien et parce que dans la salle, il y a des têtes que j'ai connues moins bien qu'aujourd'hui. Et c'est toujours émouvant de voir les gens à distance, les revoir debout, revoir parler, revoir bouger. Peut-être la vie n'est pas comme avant, mais c'est toujours très émouvant. Ici, oui. Vous entendez là ou pas? Parce que je peux parler très très fort aussi. Je peux vous faire très très mal. Je voulais parler sans micro. Et en fait, on parle, ce jour-là, c'est la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Mais nous, ici, vous avez, et vous pouvez les applaudir, parce que là, vous avez le meilleur traitement contre l'accident vasculaire cérébral. Donc, pour cette équipe-là, c'est pas un jour par an, c'est tous les jours, c'est 24 sur 24, c'est 7 sur 7, et c'est ce qu'on fait à Henri Mondor depuis maintenant 19 ans. Notre unité neurovasculaire, elle a 19 ans, j'ai commencé en 2000, ça ne me rajeunit pas, hein, t'étais pas né. Donc là, c'est la 19e année, et tous les jours, nous accueillons 24 sur 24 des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Donc il y a cette journée mondiale le 29 octobre, mais nous, on vit avec tous les jours. On a jusqu'à 25, 30 alertes AVC par jour, alors que nous avons 10 lits de soins intensifs et on essaye d'accueillir le maximum de patients. On n'arrive pas à accueillir tout le monde. On doit faire très très vite et on va parler du traitement. Ce soir, il va y avoir 3 messages. Premier message, c'est un message de prévention. 80% des AVC, on peut les éviter si on agit sur les facteurs de risque. 80% des AVC. Mais là, je dois tout de suite dire, il y a des AVC qu'on ne peut pas prévenir. Et les AVC, ce n'est pas uniquement une personne senior qui est victime d'AVC. On va voir que ça peut toucher tous les âges. Et vous allez avoir un témoignage, je suis sûr, qui va vous parler. Ça peut toucher les enfants, les adolescents, les jeunes. Et il y a des causes spéciales des AVC des jeunes. Deuxième message, il faut savoir reconnaître l'AVC et agir vite, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas attendre une consultation, d'aller aux urgences et de chercher une connaissance. Donc c'est directement un seul message à faire, c'est appeler le 15. Si on va aux urgences d'un hôpital où il n'y a pas une unité spécialisée comme la nôtre, on va perdre du temps et on ne va pas guérir contre l'AVC. Donc il est crucial, il est très important et il y a encore un déficit de connaître les signes de l'AVC pour éviter des errances diagnostiques. Et le troisième message, c'est après l'AVC, c'est quoi la vie après l'AVC? Et là, je me tourne vers quelqu'un de très spécial qui va vous parler à la fin, un témoignage important, qui m'a montré que j'ai tout faux. L'AVC, ça ne veut pas dire un AVC, accident vasculaire cérébral, mais c'est avancer, c'est vivre et c'est retrouver confiance. Et c'est une patiente, médecin, qui m'a appris ça, qui m'a montré que j'ai tout faux et qu'il y a une vie après l'AVC et qu'on peut retrouver une vie la plus normale possible. Et c'est ce qu'elle va vous montrer. Alors je vais passer aux diapositives, je vais être court parce que tout le monde ici présent va parler dans des spécialités différentes. Et sur cette diapositive que vous voyez, il y a à Yalta en février 1945, ces 3 personnages que vous avez reconnus, les présidents Winston Churchill, le président américain, et Staline, les 3 ce jour-là étaient en train de faire un AVC. À eux seuls, là, les 3 partagent et ont tous les facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral, tabac, stress et surtout tension artérielle. Tous les 3, ce jour-là, ils avaient 24 de tension artérielle. Vous connaissez la tension normale, on doit avoir moins de 14, ils étaient à 24 de tension, ce qui était élevé. Et pas seulement ils avaient les mêmes facteurs de risque, mais ce jour-là où ils faisaient leur AVC, ils avaient des symptômes qui étaient complètement différents. Dans la salle ici, tout le monde sait, quand on a une douleur dans la poitrine qui irradie vers le bras, vers la mâchoire, on fait le diagnostic d'infarctus de myocarde. Mais ici, sur cette diapositive, on voit 3 présentations différentes d'AVC. Staline, il ne voyait rien sur sa droite. Il négligeait tout ce qui se passait à sa droite. Vous voyez d'ailleurs son attitude. Et quand on lui montrait les cartes géographiques, il ne voyait que le côté gauche. Il ne voyait rien à droite.
ce qui explique pourquoi il a... Hein. Donc lui, il avait un problème occipital gauche. Son œil n'avait aucun problème. Mais une partie du cerveau, vous allez voir, quand c'est touché, on ne voit pas la moitié de la salle. On va voir que cette moitié-là. J'essaye de vous voir tous, mais vous êtes très nombreux, c'est pas évident. Mais lui, il voyait rien à sa droite et c'était un AVC postérieur gauche. Le président américain qui était handicapé par une poliomyélite, il était en fauteuil, mais il avait été à 24 de tension, il avait très mal à la tête ce jour-là. On n'a pas arrêté de lui donner de l'aspirine. Il est mort quelques jours après, 2 semaines après, par une hémorragie cérébrale massive. Il a fait un AVC hémorragique grave et il en est mort. Le président Winston Churchill, le Premier ministre Winston Churchill, lui, il disait « yes or no ». Alors tout le monde disait qu'il boudait, mais en fait, il était en train de faire une aphasie. On a un orthophoniste spécialisé qui va vous parler de l'aphasie. Lui, il répondait que yes or no, parce que le logiciel qui fabriquait la parole dans sa tête était touché, et il n'était pas à son premier AVC, et il faisait ce qu'on appelle AVC, une aphasie. Là, on a perdu un président tout récemment d'accident vasculaire cérébral. Ce n'est pas que les hommes politiques seuls, c'est un facteur de risque, mais le stress, le surmenage et le manque de sommeil, Dr Sedik va vous parler de tous ces facteurs de risque. Et vous voyez, l'AVC, c'est vraiment une maladie injuste, parce que selon où on habite, soit il y a un très haut risque de faire un AVC, vous voyez en rouge, plus c'est rouge, plus le risque de faire un AVC est élevé. Et surtout, c'est les pays où il y a peu de prévention contre l'hypertension artérielle, contre les facteurs de risque. Il y a 3 fois plus d'AVC, par exemple, en Afrique, en Asie du Sud-Est, où il n'y a pas un programme de prévention. Néanmoins, sur l'échelle mondiale, 15 millions d'AVC par an. Donc ce n'est pas une maladie rare, c'est une maladie fréquente. Partout dans le monde, il y a des différences selon les continents. En Europe, maintenant, dans les pays dits développés, le fait de prévenir contre l'hypertension artérielle, cette incidence d'AVC est en train de baisser, mais quand même en France, tous les ans, il y a 150 000 nouveaux cas qui s'ajoutent. Donc on estime en Europe un AVC par seconde, par minute qui arrive. C'est énorme comme incidence. Mais grâce à cette politique de prévention et de traitement, maintenant on a atteint un plateau. L'incidence est en train de se stabiliser, voire de baisser. 2 types d'AVC, vous voyez sur cette diapositive, soit une artère qui se bouche, et ça s'appelle l'infarctus, que ce soit dans le cœur mais aussi dans le cerveau, c'est l'infarctus cérébral, l'attaque cérébrale, et ça c'est l'AVC ischémique, c'est une artère qui se bouche, et vous allez voir que quand une artère se bouche, tous les neurones ne reçoivent plus de sang, et le sang est très important pour que le neurone fonctionne, qu'il soit on et pas off, de bouger, de parler, de faire des fonctions. Donc là, le neurone qui ne reçoit plus de sang, il va se mettre off, et vous allez voir les conséquences. Le deuxième type d'AVC, c'est le saignement. Cette artère n'est pas bouchée, mais elle éclate, et elle fait une hémorragie intracérébrale. On ne va pas beaucoup parler de l'anévrisme rompu qui donne l'hémorragie méningée. On va avoir des questions sur l'anévrisme rompu. Il y a des neurochirurgiens dans la salle et on va pouvoir répondre à quelques questions parce qu'à la fin de nos interventions là, respectives, il va y avoir une séquence où vous allez poser des questions et on va essayer d'y répondre. Donc 2 grands types, l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique que vous voyez ici. 80% sont évitables, surtout quand on a un de ces facteurs de risque. Quand on ne connaît pas son chiffre de tension artérielle, il faut se dépêcher d'avoir quelle est la valeur de tension artérielle, parce qu'au-delà de 13,5, 14, vous êtes hypertendu et c'est le principal facteur de risque de l'AVC. Je vois qu'il y en a qui ne s'intéressent pas du tout à ce que je dis et qui distraient les autres. Donc l'hypertension artérielle, c'est le principal facteur de risque qu'il faut éviter. Quand on est cardiaque et on ne prend pas bien ces traitements, on risque de faire l'accident vasculaire cérébral. 3e, le tabac. 0, c'est mieux que quelques cigarettes. L'excès d'alcool, Dr Sedik va en parler, on a une spécialiste. Le diabète qui est déséquilibré, qui peut boucher les artères du cœur, mais aussi du cerveau. Le cholestérol élevé et d'autres causes qu'on va vous détailler. Mais sur ce schéma-là, vous voyez les causes de l'accident vasculaire cérébral. C'est soit le cœur est malade,
il est arythmique, les valves ne sont pas bien, il est ponté et il fabrique lui-même des caillots dans ses cavités. La principale cause, c'est l'arythmie cardiaque, mais les maladies aussi des valves, c'est une situation qui va favoriser les accidents vasculaires cérébraux. Et si on ne prend pas les traitements de prévention, les anticoagulants, les choses qui fluidifient le sang, ben on risque de faire un accident vasculaire cérébral. Et les facteurs de risque que j'ai cités, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, ça ne s'ajoute pas, mais ça va jusqu'à boucher les artères qui nourrissent notre cerveau. Et ça, c'est l'athérome, c'est ce que vous voyez ici. Toutes les artères qui passent dans le cou pour aller nourrir ce cerveau risquent de se boucher et causer l'accident vasculaire cérébral. Selon l'endroit dans le cerveau qui est touché, les signes de l'accident vasculaire cérébral vont être complètement différents. Si ce caillot il atterrit dans un endroit comme ici, responsable de la motricité de la main, ben c'est la main qui se paralyse. Je rappelle qu'on a deux hémisphères. L'hémisphère gauche, ici, il commande ma main droite, ma jambe droite, la face, et c'est là où il y a le langage. Si c'est une artère du cerveau gauche qui est touchée, si c'est l'aire du langage, je vais avoir du mal à parler. Si cet endroit-là qui est touché, en rouge ici, c'est l'aire de la motricité. Si ça c'est touché, c'est la main qui se paralyse ou qui fait tomber les objets. Mes clés tombent. Ça peut durer même quelques secondes, ça récupère, mais c'est quand même un AVC, soit en cours de constitution, ça peut complètement récupérer. Attention, je vois des têtes qui me regardent, ça s'appelle l'accident ischémique transitoire, mais pour nous, c'est un signal d'alerte énorme. Quand on a ça qui récupère, même si ça dure quelques secondes, quelques minutes, ça peut être le premier signal d'alerte de dire il y a des neurones qui ne reçoivent pas leur oxygène, leur sang, et c'est des signaux d'alerte. Paralysie d'une main, paralysie d'une jambe, ne plus pouvoir parler. Si c'est des aires un peu plus en arrière, comme je vous ai montré, là, ici, c'est le lobe occipital, c'est là où je vois ce qui se passe à ma droite ou à ma gauche, selon l'endroit. Si c'est l'occipital gauche, ben, je ne vois plus rien à droite. Donc, ce n'est pas un problème ophtalmo. J'ai du mal à expliquer aux patients que ce n'est pas un problème de l'œil, c'est le cerveau qui voit. L'œil, c'est juste l'appareil qui reçoit les informations, mais c'est le cerveau qui voit, ce n'est pas l'œil qui voit. Donc, eux, ils vont voir un ophtalmo, ils vont mettre une semaine pour avoir un rendez-vous d'ophtalmo, alors que c'est un AVC qui est en train de s'installer. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de pièges, parce que selon l'endroit où c'est touché, ce n'est pas toujours les mêmes signes. Ça peut être une paralysie, ça peut être des problèmes de parole, des problèmes de vision, des problèmes de l'équilibre. Je n'ai pas parlé de cet endroit qui est juste en dessous, qui est le cervelet. Quand le cervelet est touché, c'est le GPS de l'équilibre, et là, on perd son équilibre. Et le message que je vais vous faire passer à tous, et vous serez l'ambassadeur pour le passer à l'extérieur, tout signe neurologique qui apparaît brutalement d'une minute à l'autre, il était normal, et puis vous le voyez, la bouche de travers, une main qui ne bouge pas, une jambe qui ne bouge pas, des troubles de l'équilibre, suspectez une artère qui est en train de se boucher ou saigner dans la tête. L'autre piège que nous avons aussi, par rapport au cœur, quand une artère du cœur se bouche, ça fait très très mal, ça réveille le patient à 3 heures du matin. Nos patients victimes d'AVC, s'ils font cette artère se bouche à 3 heures du matin, ça ne les réveille pas, ça fait pas mal. C'est faux ce que je dis, quand ça saigne dans la tête, ça fait très mal. Mais une artère qui se bouche dans la tête, pas forcément, et des maux de tête, une céphalée qui se déclenche. Donc le patient continue à dormir de 3 heures jusqu'à son réveil, et là au réveil, il essaye de se lever pour marcher, et là la jambe lâche ou le bras ne bouge pas, et il constate ça à son réveil alors qu'il était en train de faire ça dans la nuit pendant son profond sommeil. Ça, c'est un piège que nous avons régulièrement, même si le patient arrive à 8 heures du matin, à son réveil à 7 heures, s'il arrive à 8 heures, peut-être son AVC, il dure depuis la veille à minuit. Donc, vous voyez, c'est très systématisé dans le cerveau. Chaque endroit du cerveau s'occupe d'un endroit. Là, cet endroit-là s'occupe de la jambe. Ici, c'est du bras, de la face. Donc, si c'est un AVC massif, c'est toute une artère qui est touchée, ben là, tout un hémicorps va être paralysé, le visage, la main, la jambe. Mais ça peut être très limité à quelques doigts qui peuvent se paralyser. Ça peut être juste la face, ça peut être juste la jambe. Et c'est des signaux d'alerte avant qu'il y ait la paralysie complète. Que se passe-t-il quand il y a une artère qui se bouche? Ben, vous voyez, c'est surtout ça. Il n'y a plus de sang qui arrive, le neurone se met en off. Il ne fonctionne plus. Et si c'est le neurone qui s'occupe de la mobilité de ma main va être paralysée. Mais ce neurone, il est encore vivant. On peut le sauver. Ce neurone peut résister à un manque d'oxygène, manque de sang pendant quelques minutes, quelques heures. Mais plus on tarde
à lui redonner ce sang, là, il va mourir. Il se met off pendant quelques minutes, quelques heures, mais si on rétablit l'électricité, pour faire simple, il y a un plombier tout à l'heure qui va parler, si on débouche cette artère, si on lui remet le sang et l'oxygène, il va se remettre on. Et ça, c'est fantastique quand on a le patient tôt et on débouche cette artère, on revoit cette main paralysée, ce neurone qui était off, se remettre on tout doucement, petit à petit, et la main rebouge, la jambe qui rebouge. Et ça, il faut agir vite, ça c'est dans l'action, parce que ce neurone, il résiste quelques heures, mais au-delà de 6, 7 heures, 8 heures, surtout s'il n'y a pas d'autres vaisseaux qui viennent le nourrir, il va se nécroser, c'est-à-dire mourir, et laisser des séquelles. Donc les signes que vous devez connaître ici tous dans la salle, ce n'est pas seulement le mal de tête. Un mal de tête inhabituel, ça peut faire suspecter effectivement une hémorragie cérébrale, mais ça peut être sans mal de tête, une paralysie ou une déformation de la bouche, une faiblesse ou un engourdissement d'une main, d'une jambe, les troubles de la parole, bref, tout signe neurologique récent, brutal qui apparaît, vous devez faire suspecter un accident vasculaire cérébral. Là, vous avez quelques signes de déformation du visage, parce que ce n'est pas toujours très évident. Là, c'est un visage déformé à droite, à gauche. Donc ça, c'est la paralysie faciale. Quand vous voyez ça qui apparaît d'une minute à l'autre, où il était normal quand il s'est endormi, il a ça le lendemain, ça peut être le premier signe d'AVC. La paralysie d'une main, ça peut être toute la main, mais ça peut être quelques doigts. Là, ce patient, il n'avait qu'une paralysie des 3 derniers doigts. Il pouvait bouger le pouce et l'index, mais pas les 3 derniers doigts. Donc c'était un petit AVC, mais ça peut être le premier signal d'alerte qu'il est en train de boucher une artère. Et puis, plus l'AVC est étendu, plus le cerveau est touché, ça peut toucher tout un hémicorps qui se paralyse. Donc, il y a ces messages que vous avez certainement entendu parler. Vite, c'est pour visage, inertie d'une main, trouble de la parole, en urgence. C'est pour ça qu'on parle de vite, V-I-T-E, en urgence. N'allez pas aux urgences, c'est un message. Ne perdez pas de temps à appeler un SOS médecin ou à appeler votre généraliste. C'est directement le 15 qu'il faut appeler. On va vous expliquer pourquoi le 15. Parce que c'est le 15 qui va nous contacter, ou contacter une unité neurovasculaire spécialisée pour aller directement dans l'unité neurovasculaire, où là, le patient arrive, et j'ai besoin de Simone qui va vous dire ce qui va se passer quand le patient arrive par le SAMU. Que fait-on quand le patient arrive chez nous les premières minutes après une alerte par le 15 ? Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Simone, l'infirmière coordinatrice de la consultation post-AVC. Avant d'être sur mon poste, j'étais infirmière en salle, donc j'ai été amenée de longues années à prendre en charge les patients en urgence. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un peu du travail de l'infirmière au moment où vous arrivez chez nous, si malheureusement vous êtes amené à faire un AVC. Donc comme vous l'expliquait le professeur Osseni, il faut appeler le 15 et quand vous faites le 15, c'est eux qui s'occupent de trouver donc une place dans une de nos unités, dans un hôpital où il y a une unité comme la nôtre, pour vous accueillir en urgence. Il faut savoir qu'une unité comme la nôtre a un médecin qui est présent 24 heures sur 24, 365 jours par an, mais il y a aussi une infirmière dédiée pour recevoir ces patients en urgence et faire les premiers soins autant de temps que le médecin. Donc une fois que vous êtes accepté dans l'unité neurovasculaire comme la nôtre, le médecin de garde appelle l'infirmière qui est d'astreinte pour préparer le matériel avec l'aide-soignante. Donc pour le matériel, on utilise un lit pour pouvoir transporter le patient une fois qu'il a passé son imagerie pour le ramener dans sa chambre. Et au niveau du matériel médical spécifique, on est équipé d'un sac où il y a le matériel pour faire la prise de sang et perfuser le patient, voire des médicaments en urgence qu'il faut administrer, le mettre sous oxygène, etc. Donc c'est un peu une valise de secours. Vous avez un obus à oxygène en cas de besoin. On a un scope pour pouvoir prendre la tension, ce qui est l'élément quand même le plus important à vérifier avant de faire tout traitement, et pour pouvoir surveiller le patient en permanence. On a ici un dossier médical qui nous permet de recueillir les informations nécessaires à la prise en charge du patient et de pouvoir avoir les prescriptions mises à jour en temps réel. Et ici, un appareil qui va permettre d'administrer le traitement en urgence, dont le professeur Osseni ensuite vous expliquera un peu mieux le mode d'action, et un plateau avec tout le matériel.
Donc le patient arrive directement en imagerie, c'est pour ça que le professeur Rossini insistait pour vous dire d'appeler le 15, puisque aux urgences, vous n'irez pas directement faire les imageries, il faudrait voir un médecin, etc. Alors que là, vous arrivez tout de suite dedans. Donc s'il n'y a pas de contre-indication à l'IRM, dans l'idéal, c'est ce qu'on fait. S'il y a des contre-indications comme le pacemaker ou des prothèses métalliques qui ne peuvent pas être compatibles avec l'IRM, on passe un scanner, qui permet aussi de poser le diagnostic. Entre-temps, il faut savoir qu'au moment où le patient arrive, l'infirmière donc perfuse le patient, prélève du sang pour envoyer aux différents laboratoires pour qu'on ait aussi le retour des résultats sanguins pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication à l'administration d'un anticoagulant puissant qui va permettre de déboucher les artères. Et donc là, du coup, je repasse la parole au professeur Rossini qui va vous expliquer du coup un cas clinique pratique. Oui, qui est assez impressionnant d'ailleurs parce que c'est quelqu'un qui est paramédical, donc connaît bien les AVC et qui tombe devant le patient qu'elle était en train de rééduquer. Vous connaissez le cas? Non. Donc elle tombe et elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est le patient qui dit, mais vous êtes en train de vous paralyser du côté gauche, le bras et la jambe étaient paralysés, le visage était travers, mais la patiente qui est paramédicale, qui sait ce que c'est l'AVC, elle ne pouvait pas reconnaître les signes de l'AVC. Vous allez voir la paralysie à droite, ils sont aphasiques, ils ne peuvent pas parler, et quand on est paralysé à gauche, il y a un phénomène curieux qui est l'anosognosie, on ne se rend pas compte qu'on est paralysé. Donc elle essayait de se relever 2-3 fois, elle n'arrivait pas à se relever, elle retombait. Et c'est le patient qui a appelé le 15. Et vous voyez, quand elle arrive chez nous, vous n'êtes pas des radiologues dans la salle, mais quand on regarde les artères du cerveau, ça c'est le cerveau ici normal, à gauche, il y a des branches partout, et là vous voyez qu'il manque tout un système d'artères. Donc elle a bouché toutes les artères qui s'occupent de son hémisphère droit. Et tous ces neurones-là que vous avez ici, ils sont en blanc, c'est les neurones qui sont off. Donc elle était paralysée à gauche, une artère qui est bouchée. Je vais illustrer là-bas parce qu'il n'y a pas de raison, vous ne voyez pas ici. Donc tout ce qui est à gauche là, en blanc, où il y a la flèche, ce sont les neurones qui sont off. Donc elle est paralysée à gauche, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle ne voulait pas rester à l'hôpital d'ailleurs. Elle me dit, pourquoi vous me faites une IRM, j'ai rien. Alors que la moitié de son corps ne bougeait pas, mais elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc quand on voit ça, et quand on voit surtout l'artère, vous avez vu cette artère, elle est bouchée ici par rapport à celle-là. Ben là, tout de suite, notre infirmière, le neurologue, ils sont avec le radiologue, les manips radio. On arrête l'examen et tout de suite, on va lui injecter ce que j'appelle le D-stop. Il y a un bouchon dans l'artère, donc il faut déboucher l'artère, mais immédiatement. Parce que quand on a ça, on estime par minute, il y a 10 millions de neurones qui sont en train de mourir. Par minute. Donc il n'est pas question d'attendre 10 minutes l'ascenseur ou que sais-je. Hermondor, en plus, c'est compliqué les ascenseurs. On a des ascenseurs privés pour ça, je vous rassure. Mais malgré ça, on arrête l'examen et tout de suite, on va injecter ce D-stop, qui est un produit qu'on va injecter dans les veines. L'infirmière a perfusé, on commence à injecter ce produit qui est fibrinolytique, c'est-à-dire qui va liser le caillot. Et ça prend 1 heure de perfusion. Pendant ce temps-là, on continue l'examen pour savoir est-ce que juste notre produit médicamenteux suffit à déboucher cette artère ou il faut aller plus loin. Là, on appelle aussi un autre collègue qui va nous aider pour prendre des décisions. Mais là, dans ce cas-là, on voit qu'au bout de quelques minutes, après l'injection, elle a recanalisé l'artère. Vous avez vu l'artère, vous vous souvenez comment elle était bouchée? Elle a une artère de nouveau saine. Et surtout, son cerveau est sauvé. Le lendemain, elle bougeait le bras gauche, la jambe gauche, elle n'avait presque plus rien. Et c'est une histoire où elle est sortie au bout de 3 jours sans séquelles notables. Elle a repris le travail une semaine plus tard. Alors, quand on a vécu ça une seule fois dans sa vie, c'est extraordinaire. Malheureusement, la même histoire est survenue chez une autre patiente jeune qui a fait cette paralysie dans sa baignoire. Et elle est restée 48 heures dans sa baignoire, elle ne pouvait pas sortir de sa baignoire. Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle était parfaitement vigilante, mais elle était incapable d'analyser la paralysie du côté gauche, et elle ne pouvait pas sortir de sa baignoire. On ne l'a eu que 2 jours plus tard, et malheureusement, elle a gardé des séquelles. Donc la même histoire selon
qu'il y ait une tierce personne qui ait le bon réflexe, ce n'est pas du tout la même issue qu'une personne qui est toute seule. Donc chaque minute compte parce que là, une fois que l'artère est bouchée, 10 millions de neurones en moins, il faut agir très très vite. Ce desktop dont j'ai parlé, quand on l'injecte chez 100 personnes, on peut récupérer jusqu'à un tiers des patients d'une façon partielle ou totale. Attention, c'est un produit dangereux parce que ça peut faire saigner. Donc si on se trompe dans l'horaire de l'administration, on peut faire une hémorragie secondaire qui peut être très grave pour le patient. Et c'est pour ça qu'on a cette fenêtre fatidique de 4 heures, 4 heures et demie maximum après le premier signe. Donc vous voyez que c'est une fenêtre où il faut agir très très vite. Et pour nous, ici, on sait que quand le patient arrive, nous avons maximum 30 minutes pour faire tout ce qu'on a dit, examen clinique, prise de sang, perfusée, et faire l'IRM, la radiologie. Tout ça, ça doit être comprimé à 30 minutes pour commencer le produit le plus vite possible. Ce traitement n'est pas efficace quand il y a une grosse artère qui se bouche, prépare-toi, parce que dès qu'il y a une grosse artère qui se bouche, on sait que ce produit seul ne va pas suffire à dissoudre le caillot qui est dedans. Et depuis quelques années maintenant, et d'une façon quotidienne, on va appeler notre collègue neuroradiologue interventionnel pour aller chercher le caillot là où il est. Et notre plombier préféré ici va vous dire comment il fait. Bonsoir. Alors, je représente l'équipe de neuroradiologie, diagnostic et interventionnel. Pareil, l'AVC, c'est notre quotidien et c'est notre priorité. C'est notre urgence diagnostique et thérapeutique. Du coup, je me permets de commencer par la première étape qui est le diagnostic. Une fois qu'on annonce l'arrivée d'un patient qui souffre d'un déficit neurologique, on va libérer la modalité d'imagerie choisie, de préférence en France par cette sensibilité pour répondre à la question posée, on va privilégier l'IRM. Du coup, une fois le patient est annoncé, une machine est libérée pour établir le diagnostic. C'est une équipe de manip et de médecins référents en neuroradiologie pour répondre à la question posée. Quand on réalise l'imagerie, en fait, l'objectif, c'est de confirmer le diagnostic. Les modalités d'imagerie vont répondre que ce soit l'IRM ou le scanner à la question posée. Y a-t-il un accident ischémique ou pas? Est-ce qu'il y a des zones qui souffrent ou pas? Nécrosées ou pas? Y a-t-il maintenant, est-ce qu'on pourrait mettre en évidence ces zones dites en off, qui sont notre objectif thérapeutique? En fait, on va remettre du jus, on va recanaliser les artères pour permettre à cette zone du cerveau qui est en off maintenant de refonctionner. Et la troisième question posée, c'est où se trouve l'occlusion exactement pour nous définir maintenant notre stratégie thérapeutique. Alors actuellement, on est ouvert. Cette technique maintenant thérapeutique d'aller maintenant chercher le caillot dans les vaisseaux a permis, de déboucher les artères qui sont de gros calibre, et de maintenant d'élargir cette fenêtre thérapeutique. Il faut aller très très vite, mais on a encore des possibilités en fonction des données de l'imagerie. On n'est pas tous égaux. Malheureusement, il y a des patients très rapidement, ils vont perdre une grande partie du cerveau. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus résistants et qui pourraient bénéficier d'un geste par les vaisseaux qu'on appelle la thrombectomie, des fois jusqu'à 24 heures, et ça a été validé. Une fois le diagnostic est fait et établi, le patient sera transféré maintenant en salle opératoire. Alors vous voyez ici, c'est un bloc d'imagerie basé sur les rayons X. Le patient sera installé dans des conditions de stérilité, c'est un vrai bloc opératoire. Si vous me permettez, oui. La première question, c'est où? Pareil, c'est un travail d'équipe. Vous allez voir sur la date du patient, il y a l'équipe d'anesthésie, un médecin, un IAD, un infirmier anesthésiste, l'équipe de neuroradiologie et l'équipe de neurologie présents en salle pour prendre en charge ce patient-là. Ça, c'est où? Maintenant, comment? Toutes les voies passent souvent par la voie. Il faut passer par les artères. C'est une artère dans le cerveau qui est bouchée. Il faut avoir un accès artériel. Très souvent, on va passer par l'artère fémorale au niveau de petite laine pour remonter après dans le cerveau.
Dans des cas après plus rares, bon, on peut passer par le bras ou des fois on peut faire une ponction carotidienne directe si c'est l'axe concerné. Pardon. Je regarde un peu les diapos. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux modalités. On va naviguer dans les vaisseaux, on va traverser l'artère qui est bouchée et on va ouvrir ce qu'on appelle un stent. Excusez-moi. Voilà le stent. Le stent, il va attraper le caillot où on va mettre à proximité de ce caillot qui a bouché l'artère un cathéter d'aspiration qui est branché à une pompe et on va aspirer le caillot. À Mondor, on a choisi maintenant de mettre toutes les chances à côté du patient et on va appliquer les deux techniques. On va laisser le stent travailler, attraper le caillot, puis après on va le retirer. Pareil, on a tous des anecdotes et moi j'ai mon avocat qui arrive à 8h du matin. « Chérie, tu veux un café ?» « Oui, avec plaisir. » « Chérie, 10 minutes après, il ne parle plus. Bon réflexe, son épouse appelle le 15 et il est transféré très rapidement. On fait le diagnostic, on voit qu'il y avait une grande viabilité cérébrale, beaucoup de cerveau à sauver. On le place, il a le desktop, puis après il remonte en salle. On le pique et on arrive à le déboucher très rapidement. Monsieur l'avocat, il avait une seule question, il ne parlait pas. Une fois débouché, c'était du on-off et il nous a saoulés. Pourquoi je fais un AVC malgré que je sois sous aspégique? Voilà. Et ma collègue anesthésiste, elle me dit, bon, le temps maintenant de tout régler, toute la paperasse et tout ça, tu veux pas lui rendre un peu son caillot? Ou voilà. Et une petite démonstration maintenant, mais sans le matériel. Voilà pareil. Alors, ouais, un peu inversé. Voilà cet exemple. Ça, c'est l'artère carotide. Ça, c'est le compartiment qui est dans le cerveau. Vous voyez qu'il y a une amputation de l'arbre artériel qu'on arrive à mettre en évidence sur l'imagerie. Vous me permettez, je vais venir ici. Voilà. Amputation de l'arbre artériel. Ça, c'est avant et ça, c'est après. On va récupérer maintenant la vascularisation en aval. Je vous remercie. On peut l'applaudir, hein, vous pouvez. Hein. Je dois dire que la salle est impressionnante comme ça, mais c'est difficile. Et à vous regarder, vous êtes trop sérieux pour nous. Donc on essaye de détendre un peu l'atmosphère, même si c'est impressionnant. Mais voilà, on veut pas vous bloquer comme ça. Après, c'est vous qui allez parler. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc après, c'est tous ces gestes de desktop. Tout ça, encore, il n'est pas arrivé aux soins intensifs, le patient. Il passe dans la salle de cathéter, le bloc opératoire que vous avez vu, on débouche l'artère, et après, il arrive entre les mains de ces jeunes personnes ici. Heureusement que tu es là, parce que sinon, c'est une équipe féminine, là. Donc, vous voyez, ils ont de la chance quand même, nos patients, d'arriver entre leurs mains. Et là, que fait-on dans l'unité de soins intensifs? Donc, l'unité de soins intensifs, c'est Simone qui va vous détailler un peu la prise en charge infirmière et après, tout le personnel ici présent qui va détailler la prise en charge sur le plan kiné, orthophonique, psychomotricien, ergo, neuropsychologie, diététicienne. Tout ça va être détaillé dans quelques minutes. Du coup, une fois que le patient est remonté, donc comme vous avez pu voir sur l'image juste avant, donc il est remonté en chambre. Il est relié à un scope, un appareil qui permet de surveiller la tension, la fréquence cardiaque en permanence. Et du coup, ces scopes, ces machines-là, sont, vu qu'on a 10 lits, donc il y en a 10, elles sont reliées à un scope central qui est au niveau du poste de soins infirmiers qui permet de surveiller les patients en permanence. Ensuite, dans les premières 24 heures, on va laisser le patient à plat. Le temps d'avoir le résultat des examens, on ne peut pas se permettre de lever les patients pour éviter éventuellement qu'il y ait un AVC qui recommence. Donc c'est une première des précautions qu'on va prendre, c'est de dire au patient qu'il faut qu'il reste allongé. On va le laisser aussi à jeun pour éviter les troubles de la déglutition éventuels, puisqu'il y a des AVC qui peuvent provoquer ça. Donc ça, après, il y aura Sophie qui va vous en parler un petit peu plus. Et donc, comme je vous le disais, le scope permet de surveiller et de maintenir une bonne tension.
Ensuite, au niveau de la vigilance ou de la somnolence, ça dépend après du type d'AVC, on va aussi s'assurer en tant qu'infirmière que le patient ne s'aggrave pas dans les premières 24 heures, puisqu'il y a toujours un risque. Et donc pour ça, on va utiliser des échelles qui sont propres à la neurologie, donc je ne vais pas vous les détailler parce que c'est un peu trop technique. Et ensuite, on va déjà commencer à préparer notre patient aux différents examens, surtout pour ceux où il y a besoin d'être à jeun, perfusé, etc. Ou s'il y a des traitements à arrêter avant. Ensuite, il faut savoir que tous les jours, l'équipe médicale se réunit avec l'équipe paramédicale pour faire le point au niveau de l'évolution du patient, et c'est à partir de là qu'on va voir ce dont le patient a besoin, c'est-à-dire soit de l'orthophonie, soit de la kiné, soit de la psychomotricité, et c'est à partir de là, en concertation pluridisciplinaire, qu'on va faire intervenir mes différents collègues qui vont vous expliquer un peu plus en détail ce qu'ils font. Donc là, je passe la parole à ma collègue Sophie et Bénédicte, qui sont orthophonistes et kinés, pour vous expliquer leur prise en charge conjointement. Génial, je sais, ça marche. Bonsoir, donc je m'appelle Sophie Liéger, je suis orthophoniste au sein de l'unité de soins intensifs neurovasculaires. Je vous présente donc Bénédicte, kinésithérapeute. Et on va essayer de vous parler en quelques minutes de la prise en charge rééducative de l'AVC en phase aiguë, c'est-à-dire dans les premières heures et surtout les premiers jours suite à un AVC. Alors, vous avez vu plein de noms marqués sur notre première slide. En fait, on est toute une équipe de Pardon, j'avais l'impression de m'entendre très bien, mais c'est moi qui m'entendais très bien. On est toute une équipe de rééducateurs. Donc devant vous, vous avez une kinésithérapeute et une orthophoniste, mais vous avez aussi des ergothérapeutes, une psychomotricienne et une diététicienne ici présente. Voilà, on a essayé de vous le représenter sous la forme d'un schéma pour que vous voyez un petit peu ce que sont nos domaines d'intervention. C'est très schématisé, mais vous voyez que pour l'orthophonie, on est sur la partie haute, d'un côté, le côté qui est en général plégique. Pour l'ergothérapie, on est plutôt sur les gestes de la vie quotidienne et notamment le membre supérieur. Pour la kinésithérapie, principalement le membre inférieur. La marche, l'équilibre, etc. Ce genre de choses. Mais aussi un peu le membre supérieur. Enfin, le corps humain est tellement complexe, il y a plein de choses qui se chevauchent, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, globalement, schématiquement, ça ressemble à peu près à ça. Mais voilà, évidemment, ça vous permet de visualiser un petit peu ce que sont nos différents rôles. Et on a représenté en bleu deux cas particuliers, la psychomotricité et la diététique, parce que c'est une prise en charge encore plus globale que la nôtre. Hop, pardonnez-moi, j'ai pas l'habitude. Alors, en tant que rééducateur, nos objectifs thérapeutiques vont être les suivants. D'abord, l'évaluation des éventuels troubles dans le cadre d'un bilan. Donc, essayer de constater ce qu'on peut constater à ce stade-là. Ensuite, on va essayer de participer en équipe à la définition du projet thérapeutique du patient. Dans les premières heures, c'est un petit peu difficile d'en arriver à ça, mais en tout cas, c'est une concertation pluriprofessionnelle avec toute l'équipe soignante et médicale qui va permettre d'aller vers cette définition-là. Et on va, dans la mesure du possible, débuter la rééducation dans notre service. Et c'est de ça que nous allons vous parler. Alors vous voyez deux autres choses qui sont fort importantes, l'information du patient et de son entourage, et la facilitation des liens avec le centre de rééducation ou les rééducateurs exerçant en libéral. Aïe. Alors je laisse la parole à Bénédicte. Non, tu peux me passer le truc. Et ça, alors attends, comment ça marche? J'appuie là-dessus. D'accord. Non, ça c'est l'inverse. C'est celui-là. Ok. Donc je vais vous parler de l'évaluation initiale. Donc quand on rentre dans la chambre du patient la première fois, qu'est-ce qu'on regarde? D'abord, ce que disait Simone, on regarde la vigilance, la somnolence. Est-ce que le patient est bien avec nous, on va dire? Et on va regarder s'il n'y a pas par hasard ce qu'on appelle une négligence spatiale, donc unilatérale. Donc ce qui est en général, c'est le côté gauche qui est négligé, donc ça peut être une partie du corps qui est complètement oubliée par le patient, une partie du champ visuel, une partie de l'espace. Donc si vous rentrez dans la chambre de votre proche qui a fait un AVC, peut-être qu'il ne va pas réagir avec votre présence parce que tout simplement, vous n'êtes pas du bon côté, il ne vous a tout simplement pas vu. Donc vous inquiétez pas, ce n'est pas qu'il vous fait la gueule, voilà, c'est normal. Donc nous, là je mets ma casquette de kinésithérapeute.
Ce qu'on va regarder en premier chez le patient, c'est d'abord la ventilation, est-ce qu'il respire bien, est-ce qu'il a une toux efficace, etc. Et ensuite, je vais passer à l'évaluation motrice. Donc, quand on a une faiblesse des membres, membres supra, membre inf et la face, on appelle ça une hémiplégie. Quand on a un problème de sensibilité, on appelle ça une hémianesthésie. Donc, on ne va pas sentir, quand on touche, on ne va pas sentir la position des membres dans l'espace. Et on peut aussi avoir une hémiataxie. Alors, l'ataxie, qu'est-ce que c'est ? C'est un trouble de la coordination. Donc par exemple, si quelqu'un qui a un trouble de la coordination, je lui demande de toucher son nez, il va me faire quelque chose comme ça. Voilà, parce que le câblage n'est pas très bien coordonné dans les muscles pour que le geste soit bien fluide et efficace. On peut aussi avoir des troubles de la déglutition. Donc je repasse la parole à Sophie. On n'avait pas calculé qu'on avait 2 choses à se transmettre et notamment de quoi changer les slides. Là, encore une fois, on reste dans les premières heures suite à l'AVC. Il s'avère que dans plus de 50% des cas, il peut y avoir des troubles de la déglutition suite à un AVC. Donc c'est une chose, on est très vigilant à ça dans des services comme le nôtre. En tant qu'orthophoniste, je ne suis pas la première à intervenir sur le sujet. Il y a d'abord les infirmiers qui vont faire un pré-test de déglutition de manière à ce que tout le monde puisse être vu très rapidement et dans tous les cas, tous les patients sont vus sur ce sujet-là. À partir du moment où l'infirmier a une suspicion de trouble de la déglutition, c'est là qu'on fait appel à nous, de manière à essayer de comprendre quelles peuvent être les difficultés à avaler. Alors, ça peut être des difficultés à avaler et aussi des difficultés, et c'est ça la difficulté principale, des difficultés à être protégé quand on avale. C'est-à-dire que l'alimentation, que ce soit des solides ou du liquide, va passer par le trou du dimanche. C'est ce qu'on cherche à éviter parce que la personne qui est dans notre service est en situation de grande fragilité. Et c'est vrai que si une partie de l'alimentation, et surtout des boissons, c'est surtout ça qui est concerné, passe de travers, il y a un risque d'infection pulmonaire qui peut mener au décès. Donc on est vraiment à la recherche de ces troubles-là. En tant qu'orthophoniste, et c'est un travail qu'on mène conjointement avec la diététicienne, mais en tant qu'orthophoniste, je vais être amenée à voir comment se passe le processus de déglutition de manière à adapter les textures en phase aiguë. En général, après un AVC, mais il y a plein de cas particuliers, donc la généralisation est compliquée à faire dans le cas présent, mais en général, on a face à nous des personnes qui ont un ralentissement du réflexe de déglutition, ce qui veut dire qu'en gros, quand ils avalent, ils ne sont pas protégés. Donc on va essayer de leur proposer des textures qui sont plus lentes à avaler, d'où le fait qu'on propose des choses qui paraissent dégueulasses, des textures mixées, sans goût et de l'eau gélifiée ou des sirops épaissis. Comme ça fait peur, mais en réalité, si on se met dans cette situation-là, c'est qu'on cherche à protéger nos patients de cette infection pulmonaire c'est pour ça qu'on le fait. Du coup, on vous a mis en rouge. Alors, c'était plus rouge sur la diapo. Voilà, c'est un conseil plus qu'autre chose. Donc, respectez les conseils, les consignes données par l'équipe soignante en termes d'alimentation, parce qu'on n'empêche pas une personne de manger pour le plaisir. Il y a une raison, on vous l'explique, on est à peu près tous à même de vous expliquer ça dans l'équipe, donc posez-nous la question si la question se pose, c'est vraiment important parce que les risques encourus sont importants. Alors là, c'est une slide qui paraît du coup très peu efficace, bon tant mieux, comme ça je vais en parler en peu de temps. Donc, dans le cadre du bilan orthophonique en phase aiguë, on est amené à s'intéresser à la motricité bucco-linguofaciale, donc l'hémiphase paralysée, mais aussi à l'intérieur. On est amené à s'intéresser aux troubles de la déglutition, je viens de vous en parler, et on est aussi amené à s'intéresser aux troubles de la communication au sens large. Si j'ai un message à vous passer, c'est que on distingue les troubles de la parole des troubles du langage. Vous avez sans doute entendu parler de l'aphasie, peut-être un petit peu moins de la dysarthrie. La dysarthrie, c'est un trouble de l'articulation. Finalement, ça peut être proche du zozotement chez les enfants, même si je ne veux pas faire cette comparaison-là exactement. Mais dans un cas, on est, suite à une paralysie faciale notamment,
on se retrouve avec des difficultés d'articulation, alors que dans le cas de l'aphasie, c'est un trouble du langage qui peut toucher tant l'expression. Alors le degré le plus sévère, c'est le mutisme, qui est une priorité dans notre intervention. Les stimulations langagières sont très importantes le plus fréquemment possible, jusqu'au jargon. Alors ça, c'est quelque chose aussi d'incompréhensible. Si vous avez vu le film Un homme pressé avec Fabrice Lucchini, vous avez peut-être vu ce que c'était que du jargon. Il parle de la samba verte notamment, qui n'a aucun rapport avec la situation, mais c'est ça le jargon. Donc c'est d'une certaine manière un trop-plein de paroles, mais pas tout à fait adapté à la situation. Ça, c'est l'expression. Le versant réception, ce qui peut paraître surprenant, on peut ne pas comprendre ce qu'on nous dit. Alors, c'est toujours difficile à entendre parce que la personne qui ne comprend pas les paroles va quand même comprendre le contexte. Donc, on a l'impression... Le langage non verbal, la gestuelle, tout ça. Si on donne une cuillère à quelqu'un, on lui dit « ouvrez la bouche », il va voir la cuillère, il va ouvrir la bouche, mais ce n'est pas parce qu'il aura compris qu'on lui a dit « ouvre la bouche ». Et du coup, cette compréhension du contexte peut donner l'impression que la compréhension est correcte, mais en réalité, la compréhension peut être atteinte. On est amené, alors c'est une erreur de ma part d'avoir noté les troubles, donc le bilan des troubles cognitifs et neurovisuels, parce qu'en fait, on ne fait qu'un screening, c'est-à-dire une évaluation rapide de cela. On ne l'évalue pas, ça va être le rôle du neuropsychologue, et en l'occurrence de Justine, qui va nous en parler tout à l'heure, donc je ne m'étends pas sur le sujet, mais on est dans le cadre d'une prise en charge globale. Et typiquement, une personne qui est crevée va peut-être avoir du mal à parler. Donc on va essayer de voir ce qui est prédominant de manière à se dire, bah tiens, peut-être que finalement elle est avant tout fatiguée et qu'on verra plus tard pour le langage parce que c'est pas le moment de le tester. Et parce qu'il faut savoir que faire un AVC, ça fatigue énormément. Donc parler, ça fatigue, bouger, ça fatigue, enfin... Tout et n'importe quoi peut fatiguer votre proche qui a fait un AVC. Élise nous en parlera tout à l'heure. Et du coup, on a scrupule à parler devant Élise de tout ça. Alors, on va aller vite. Je pense qu'on en a pour 5 minutes à partir de maintenant. Oui ? Alors. Merci. Ok, donc on a vu avec Simone, le patient arrive dans notre service. Le patient, donc, il est à plat. Donc après, on attend la prescription du médecin pour pouvoir le redresser progressivement. Et une fois qu'on a, le feu vert pour 3 minutes, d'accord, pour se lever, bah, du coup, on se lève, hein, tout simplement. On prend la tension pour voir s'il n'y a pas un risque de chute de tension. Vous savez, quand vous levez un peu vite et que d'un coup vous sentez qu'il y a les jambes qui sont molles, on ne voit plus très bien, bah, voilà, ça peut arriver quand on a fait un AVC également. Et comme on est plus fragile, on essaye d'éviter ce genre de choses. Donc voilà. Donc après, moi j'interviens sur le premier transfert. Donc est-ce que le patient est capable de se mobiliser tout seul, de s'asseoir et ensuite de se mettre debout. Donc s'il y a le moindre souci, voilà, j'en parle au médecin. Donc ensuite, on vous a parlé des neurones qui sont off. Donc c'est les neurones qu'on peut sauver, qu'on peut reperfuser, voilà. C'est ce qu'on appelle la récupération spontanée. C'est pour ça que dans les premiers jours, le patient il va récupérer plus vite. Mais après, la zone qui est morte, on peut quand même récupérer des fonctions perdues grâce à la plasticité cérébrale. C'est en fait les neurones qui vont se réorganiser pour pallier à cette fonction qui a été perdue. Donc, pour mettre en place la plasticité cérébrale, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'entraîner, il faut répéter tout. Donc c'est là qu'on entre en charge, la plus grosse partie de notre travail, ça va être la rééducation. Donc on va devoir guider la récupération, améliorer l'autonomie et prévenir les complications, donc les complications secondaires. Donc là, je remets ma casquette de kiné. Donc on va travailler essentiellement sur la sécurité et l'autonomie du patient, donc notamment à la marche, au transfert et aux autres activités de la vie quotidienne. Donc ça passe par exemple par la mise en place d'aides techniques, typiquement la canne tripode. Et après, on va mettre en place un programme de renforcement musculaire. Donc on va d'abord commencer par du passif, après on va aider un peu le mouvement, et après on va mettre de la résistance. Et on va demander au patient de se mobiliser lui-même, de faire ses propres exercices, parce que nous, on ne peut pas être là H24, contrairement au médecin. Donc ensuite, on a l'ergothérapie qui va travailler essentiellement sur l'installation du patient, le membre supérieur donc dans sa fonction de préhension d'orienter de la main, donc la préhension fine, et la mise en situation réelle. Ils vont réellement, par exemple, apprendre à faire la cuisine. Et c'est génial parce qu'après on peut manger le gâteau. On va avoir la psychomotricité, donc là ça va être vraiment
une prise en charge plus globale, donc on va réinvestir le corps qui a été paralysé, en général dans les cas d'héminégligence, donc de réinvestir ce corps qu'on a oublié, et donc de se retrouver une certaine organisation spatio-temporelle, de se retrouver dans le temps et dans l'espace. Et donc je te replace la parole. On en revient à l'ortho, et promis je suis rapide, contrairement à ma slide. En fait, on va chercher à... J'ai pris le cas de l'aphasie. J'aurais pu choisir d'autres choses, mais l'idée, c'est de vous résumer un petit peu le principe de la rééducation dans le cadre de ce service-là. On va chercher à faciliter la communication par tous les moyens. Ça peut être par le moyen d'une plaquette de communication. On peut utiliser aussi des applications sur une tablette, même si c'est fait plutôt en centre de rééducation par la suite. Et on va aider le patient à gérer ses angoisses face à ses troubles du langage. Et je reviens sur la notion d'angoisse parce que je sais qu'Élise nous parlera tout à l'heure de la confiance en soi. Et c'est vrai que c'est un gros sujet. Ce qui se passe dans notre bureau est très difficile à généraliser en dehors du bureau. Et c'est là-dessus en fait qu'on travaille. D'une certaine manière, on n'est pas bon dans notre métier si tout se passe bien dans notre bureau, mais pas ailleurs. Et j'ai repris juste le vocabulaire utilisé en kinésithérapie que Bénédicte mentionnait très rapidement, la notion de passif, d'actif aidé, d'actif contre résistance, d'automobilisation. En orthophonie, on n'utilise pas la même terminologie, mais on veut dire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, il y a besoin d'une énorme aide pour récupérer le langage, et puis petit à petit, on la diminue pour aller vers des mises en situation réelles, et enfin vers le fait de généraliser à la vie quotidienne. Avec nos patients aphasiques, on travaille à ça au quotidien. Voilà, ça c'est les messages principaux qu'on voulait vous passer. Donc, les techniques de rééducation, ça sert à rien de les évoquer là, parce qu'il y en a tout plein. Et en fait, on y a recours en fonction de la personne qu'on a face à nous. Il y a des techniques de rééducation, et finalement, on va vous proposer une prise en charge qui va être adaptée à notre patient. Si vous avez envie d'en savoir plus, sachez que aujourd'hui aux 13h, on a pu entendre Baptiste Cuny sur France 2, et demain, vous pourrez, si la thématique de l'aphasie vous intéresse, regarder Allo Docteur sur l'aphasie à 14h30. Je vous invite à la regarder, cette émission, parce que vous mettrez notamment les pieds dans le bureau d'une orthophoniste avec une séance de rééducation. C'est rare qu'on puisse filmer ce genre de choses, ça sera le cas demain. Donc, à la sortie du service, la poursuite de la rééducation, ce qu'on vous dit depuis le départ, c'est que c'est un entraînement. Donc, quotidien, il faut répéter et répéter. Voilà. Alors, on vous a mis l'image d'un guitariste professionnel, donc... Voilà, à savoir Jimi Hendrix, c'est pour vous faire comprendre que, en fait, entre quelqu'un qui a fait un AVC, qui est hémiplégique, et quelqu'un de valide qui débuterait la guitare, il y a à peu près autant de travail qu'entre quelqu'un de valide qui débute la guitare et Jimi Hendrix, en espérant qu'ils ne connaissent pas le même funeste destin que Jimi Hendrix. Et on vous a mis quelques références, mais on ne va pas vous les détailler. Si vous voulez qu'on en parle à la fin de la présentation, on pourra vous en parler en direct. N'hésitez pas à venir nous poser des questions à l'issue de la présentation. Voilà, merci pour votre attention. Merci, on peut les applaudir. Surtout Bénédicte, toutes les deux bien sûr, mais Bénédicte, c'est sa deuxième présentation au public. J'aimerais bien l'applaudir encore une deuxième fois. Suivante, la diapo suivante. Alors, on va passer à notre diététicienne qui va nous dire que faut-il faire les premières heures et les premiers jours d'hospitalisation. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis Claire Trémolière, diététicienne. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quel est mon rôle, parce qu'il peut être un peu méconnu finalement dans le cadre d'un AVC. En fait, c'est tout simple. Déjà, mon rôle premier, ça va être de travailler, comme l'a dit Sophie, en corrélation avec elle, pour adapter les textures. Donc, Sophie va préconiser une texture et moi, je vais vous accompagner souvent pour la sortie, pour adapter la texture, savoir comment faire finalement, qu'est-ce que ça veut dire mixer, qu'est-ce que ça veut dire mouliner ou qu'est-ce que ça veut dire hacher finalement à la maison. Mais mon rôle auprès de vous et finalement quasiment tous les jours, ça va être de travailler sur les risques de la dénutrition. En fait, les risques de la dénutrition, ils vont être liés notamment aux troubles de la déglutition. Quand on a des troubles de la déglutition, ça veut dire que j'arrive pas à avaler. Si j'arrive pas à avaler, je mange beaucoup moins.
Et donc, du coup, on va avoir un déficit d'apport nutritionnel. Au début, alors, on a une mise à jeun, comme on expliquait, qui est normale. Puis après, si vous n'arrivez pas à couvrir les besoins, ça veut dire que le corps, là, il va aller puiser dans vos réserves. S'il puise dans vos réserves, il va puiser d'abord dans vos muscles. Et donc, du coup, vous allez avoir un déficit en protéines qui va vous mettre en danger. Alors, on va avoir un impact du coup sur le tonus musculaire, mais aussi sur les défenses immunitaires. Et donc, du coup, ça va jouer un rôle direct, et c'est pour ça que je disais que c'était méconnu, mais ça joue un rôle direct sur votre récupération. Si vous êtes un patient dénutri, vous restez beaucoup plus longtemps hospitalisé, et donc les chances de récupération rapide se font minces. Donc, plus vous serez en bon état nutritionnel, plus vous pourrez faire plus facilement les exercices de la rééducation. Et le médecin pourra lui aussi agir beaucoup plus rapidement. Alors, comment je fais? C'est tout simple. Je mets en place déjà un suivi de poids et de bilan sanguin pour contrôler si la prise en charge est efficace. Et on va essayer d'enrichir les repas en protéines et en énergie. Alors, on a différentes techniques, notamment pour les textures mixées, où c'est là où on va avoir le plus de mal à couvrir les besoins nutritionnels. Par chance, nous avons des compléments alimentaires où nous avons une cuisine qui nous enrichit nos repas et qui permet aux patients, par des petites bouchées, d'ingérer beaucoup plus de calories que si vous auriez fait, par exemple, une purée standard à la maison. Donc voilà, ça c'est un atout. Nos cuisines nous aident beaucoup et ça aide aussi beaucoup nos patients. Voilà, pour la phase aiguë. Très bien. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir aussi. Elle va reprendre la parole dans la prévention. Et on va passer à Simone qui va nous parler, après l'AVC, après la sortie en rééducation ou à domicile, de la consultation post-AVC. Simone, en quelques minutes, on va réduire à 5 minutes. Vous inquiétez pas. Du coup, une fois que les patients ont traversé tout ce qu'on vous a expliqué jusqu'à maintenant, il y a soit pour ceux qui arrivent à récupérer plus facilement en phase aiguë, ils repartent à la maison, mais il y a aussi ceux qui rentrent en centre de rééducation et donc on doit revoir un peu plus tard. Il faut savoir que le patient rentre à domicile ou aille en rééducation, il y a donc la consultation pluriprofessionnelle post-AVC, donc en résumé CPP, parce que quand on doit écrire tout ça, pensez bien que ça prend une ligne entière. Du coup, qui existe. Donc, c'est une consultation où on va pouvoir proposer au patient une évaluation médicale, puisque ça fait partie du suivi obligatoire après un AVC. Mais on a aussi cette chance de pouvoir proposer une évaluation paramédicale en plus, qui sera couplée à la consultation médicale. Donc, cette consultation, elle est demandée au moment où le patient est encore hospitalisé chez nous. Vous savez, au tout début, après l'IRM, quand on vous a remonté en chambre, après les premières 24 heures, le médecin peut être amené à ce type de consultation. Et donc, c'est à ce moment-là que maintenant, j'interviens moi, plus à la phase aiguë comme au début. Et donc, cette consultation, donc c'est l'ARS qui a demandé à ce qu'on mette ce type de consultation en place, parce qu'elle va permettre déjà de faire le point sur le suivi médical du patient après son AVC, mais aussi au niveau de sa récupération. On va pouvoir voir, grâce à mes collègues qui sont déjà passés là entre-temps, comment le patient a récupéré par rapport à quand il est arrivé chez nous avec son déficit. Et voir justement qu'est-ce qu'on peut faire après tout ça pour encore améliorer sa prise en charge et donc sa qualité de vie. On va aussi s'occuper des aidants, donc des personnes qui sont là toujours en soutien auprès du patient. On va s'assurer qu'ils ne sont pas en souffrance et s'ils le sont, proposer ce qu'on peut avec ce qui est fait en collaboration, notamment le département, souvent, mais aussi avec la CAF, la sécurité sociale, etc. Et enfin, on va aussi servir de support pour les personnes professionnelles qui prennent en charge le patient en ville. Donc par exemple pour votre kinésithérapeute, pour votre orthophoniste, ou alors aussi pour les médecins qui vous prennent en charge comme le cardiologue, le endocrinologue pour le diabète, etc. On leur envoie un courrier qui va résumer tout ce qu'on a pu faire le jour où le patient vient nous revoir dans ce contexte, pour cette consultation un peu plus complète, et du coup leur dire ce qu'il faudrait dans l'idéal qu'ils continuent à faire pour aider le patient à progresser encore, et pour équilibrer ensuite les facteurs de risque dont on vous parlera un peu plus après. Donc toute personne peut être amenée à bénéficier de ce type de consultation, mais évidemment il faut avoir fait un AVC. Quelqu'un qui n'a pas fait d'AVC n'a pas intérêt d'avoir cette consultation.
Et enfin, cette consultation, elle a fait suite au plan AVC. Donc pour rappel, vu que c'est la journée mondiale de l'AVC, on a eu un plan AVC qui a été mis en place entre 2010 et 2014. C'est pour ça que je vous parlais de l'ARS. Voilà, donc le jour de cette consultation, au niveau médical, je vous ai mis tout ce que, en gros, le médecin va quand même vérifier. Donc c'est être sûr que les traitements soient bien prescrits, qu'il ait fait tous les examens qu'il y avait à faire si jamais ils n'ont pas pu être faits à l'hôpital au moment de l'hospitalisation. Et enfin, être sûr qu'il est suivi par les bonnes personnes, qu'il voit bien un cardiologue s'il y a besoin, un endocrinologue, qu'il est bien suivi par un kiné, etc. Au niveau paramédical, on va justement refaire des bilans pour voir un peu comment est-ce que le patient a récupéré. Et donc pour ça, on se base un peu sur l'échelle de santé qui, elle, parle de la vie psychologique, au niveau du travail, au niveau des loisirs, au niveau familial. Donc quand je vous disais aussi qu'on s'assure que les aidants ne soient pas fatigués de soutenir le patient. Et donc on va aussi faire de l'information aussi, parce que c'est pas parce que le patient il est sous traitement qu'il sait que ce traitement il faut le prendre à vie. Donc moi, par exemple, en tant qu'infirmière, c'est vraiment quelque chose que j'explique avec la cause, etc., pour que le patient comprenne bien ce qui s'est passé et qu'ensuite il puisse agir aussi, notamment sur les facteurs de risque donc, qui sont ici, hein, comme on a beau le répéter depuis le début, donc la tension, l'alcool, le tabac, le poids, et on fait aussi une prise de sang. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire quand on vient à cette consultation. Donc pour les personnes qui participent au niveau médical, je ne vous les présente pas puisqu'il y en a quelques-uns qui sont là. Donc ça, c'est les neurologues qui participent à notre consultation. On a aussi la chance d'avoir des médecins extérieurs, notamment un médecin rééducateur et gériatre qui peuvent intervenir si le médecin souhaite qu'il y ait une évaluation gériatrique ou par le médecin rééducateur. Et enfin, au niveau des paramédicaux, donc vous avez les kinés, ortho, la neuropsychologue dont on n'a pas parlé au départ puisque elle intervient surtout sur ce versant-là, en tout cas pour ma part. Et donc elle va expliquer juste un petit peu plus tard justement ce qu'elle fait en post-AVC, la diététicienne aussi qui participe, la psychomotricienne qui n'est pas représentée là physiquement parce qu'elle n'a pas voulu, et donc moi aussi qui fais des entretiens infirmiers. Voilà, donc suite à cette consultation, comme je le vous disais, il y a un compte-rendu général qui est renvoyé aux différents professionnels qui s'occupent du patient en ville. Grâce à ça, on va aussi pouvoir solliciter les équipes mobiles, les réseaux qui sont disponibles sur le territoire, en tout cas pour le 94 pour ce qui me concerne, pour justement compléter la prise en charge au domicile. Et enfin, on va pouvoir donner une directive, des conseils pour que le patient puisse continuer sa rééducation dans de meilleures conditions. Voilà, donc là il y a mes contacts éventuellement s'il y a des professionnels dans la salle. Merci beaucoup Simone. On peut l'applaudir aussi Simone pour cet excellent travail. Et on va tout de suite passer à Dr Sédic. Lilia va nous dire surtout, vu qu'on n'a pas beaucoup de place, comment faire pour ne pas revoir ce patient-là et tout faire pour éviter la récidive de l'AVC. Lilia. Bonsoir à tous, je suis le Dr Sédic, je travaille dans le service de neurologie du CHU d'Henri Mondor avec plusieurs collègues. La question que je pose ce soir, c'est de se dire comment peut-on prévoir la survenue d'un AVC et comment peut-on prévoir sa récidive aussi. Donc en fait, je vais être assez synthétique parce que vous avez été déjà très courageux de nous écouter jusque-là et délivrer quelques messages clés pour qu'au quotidien et avec vos médecins traitants, vous puissiez être, on va dire, dans les normes pour réduire au maximum votre risque d'AVC. Alors, pardon. Donc, on parle tous et tout le temps de prévention des facteurs de risque cardiovasculaire. On les connaît tous. L'âge, le sexe masculin, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, l'apnée du sommeil, tout ça. Et nos médecins traitants, les médias, tout ça nous disent il faut absolument réduire ces facteurs de risque, il faut faire attention, etc. Ça, c'est un message que nous connaissons tous. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Alors, on s'est un peu penché sur la question. Il y a eu une étude assez importante, qui est une étude française, qui s'est penchée un peu sur la question, à savoir, est-ce que toutes les mesures de prise en charge que l'on prend aujourd'hui, et notamment en France, sont efficaces pour éviter la survenue d'AVC. Et en effet, on constate qu'entre les années 85-89 et les années 2004-2000, nous avons avancé l'âge de survenue d'AVC de presque 10 ans. Dans les années 80, les patients faisaient des AVC à l'âge de 64 ans.
Et dans les années 2000-2008, eh ben, c'est 74 ans. Donc effectivement, là, on répond nettement à la question et on arrive à vivre aujourd'hui 10 ans sans AVC. Alors, que dire d'autre ? Donc les facteurs de risque modifiables, eh ben, on les a cités, on en a beaucoup parlé, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète, l'obésité, l'apnée du sommeil, mais on va parler de chaque facteur de risque de façon indépendante. Là, la pression artérielle. Alors s'il y a un message à retenir ce soir concernant les facteurs de risque, c'est vraiment de faire attention à l'hypertension artérielle. Plusieurs études ont montré que ce facteur de risque est un facteur de risque indépendant de survenue d'AVC. C'est-à-dire que si on l'extrait de tous les autres facteurs de risque, c'est celui qui est le plus pourvoyeur d'AVC, et surtout c'est celui qui réduit le risque si on agit dessus, sachant que la pression artérielle élevée est un facteur de risque d'AVC ischémique et d'AVC hémorragique. Donc en fait, est-ce qu'il y a un seuil ? Oui. Alors on sait, sur une étude très très importante, l'étude Progress des facteurs de risque d'AVC, nous constatons que l'AVC est réduit de 27% pour chaque baisse de pression artérielle de 10 mm de mercure. Ce n'est pas quelque chose de négligeable, puisque ce facteur de risque est disons, beaucoup plus marqué que les autres, parce que c'est celui qui réduit le risque. Si on agit uniquement sur la pression artérielle, on réduit le risque de façon très importante. Alors que si on agit sur le diabète, l'obésité, la dyslipidémie, la sédentarité, le sommeil, le travail, eh ben, il faut agir sur tout ça pour diminuer le risque. Alors qu'il suffit juste de traiter la pression artérielle pour diminuer le risque d'AVC de façon indépendante. C'est pour ça que c'est quelque chose d'important et que c'est un message qui est très important de délivrer. Et maintenant, la question, c'est de savoir de combien. Eh bien, dans les recommandations aujourd'hui, je vous donne un chiffre, c'est 140-90 mm de mercure. Je ne parle pas d'un seul chiffre de tension, d'un seul pic, mais d'une moyenne sur plusieurs jours. Et les recommandations aujourd'hui sont de faire baisser la pression artérielle après un AVC en deçà de 14,9, sachant que chez les diabétiques ou les personnes à risque, on réduit d'un peu plus. Donc ça, ce sont les recommandations qu'on donne aux patients. Mais dans la réalité, on se pose la question de jusqu'où on peut baisser la tension, et si on la baisse, est-ce que ça réduit encore plus les facteurs de risque ? Eh bien oui, la réponse est dans les différentes études qu'on a eues, je ne sais pas si j'avais les courbes ici, je ne sais plus. En tout cas, plus la tension est basse, et moins on risque de faire un AVC. Bien sûr, il y a un seuil de tolérance pour chaque personne. On peut avoir des tensions on peut avoir des tensions extrêmement basses et bien les tolérer parce que ce sont nos tensions habituelles. Pourquoi chez un jeune de 20 ans on a des tensions à 10,7 et chez quelqu'un de plus âgé on va avoir des tensions à 14,8 parce que c'est une question de résistance artérielle, que les artères vieillissent, elles deviennent moins élastiques, la tension est plus élevée. Donc quand on a un AVC, on a tendance à mettre un traitement antihypertenseur même si la tension est normale, dans les normes, et les gens nous posent souvent la question pourquoi ? Eh bien parce que on pense que c'est une hypertension relative à chaque patient. Je ne sais pas si j'ai été claire. L'autre facteur de risque, alors la dyslipidémie, aujourd'hui c'est un sujet un peu à la mode et c'est beaucoup contesté grâce à la mauvaise pub qu'on a sur les statines. Et ben on se pose encore la question aujourd'hui, malheureusement, de faut-il vraiment réduire le taux de cholestérol et faut-il utiliser des statines ? Donc nous, on est étonnés de ces questions-là, et c'est pour ça que je voulais illustrer un peu mon propos par cette image. Et ben là, ici, on voit l'image d'un angioscanner des troncs supraortiques. Ici, on a les artères carotidiennes, enfin les artères cervicales qui vont monter au niveau du cerveau pour irriguer le cerveau. Et donc ce qu'on voit ici en gris foncé, c'est les artères, et ce qu'on voit ici en blanc qui flash là, ce sont des dépôts de cholestérol calcifiés. Donc l'hypercholestérolémie ou le dépôt de cholestérol dans les artères, ce n'est pas une vue de l'esprit. On voit vraiment au quotidien chez nos patients ces plaques de cholestérol qui se détachent pour aller provoquer des AVC.
Et le traitement de la dyslipidémie est un des traitements majeurs, en plus des antithrombotiques, pour éviter les AVC, pour éviter leur récidive. Alors, comment on peut traiter ça? Eh ben, on a les statines, c'est la molécule aujourd'hui qui est la plus efficace. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en aura d'autres. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours concernant les différentes molécules, mais aujourd'hui, ça reste la molécule la plus efficace contre l'hypercholestérolémie, parce que non seulement elle stabilise les plaques, mais en plus, on sait que dans des études récentes, elles arrivent à réduire un peu le volume des plaques, ce qui n'est pas négligeable. Alors pour la question, quel est le taux à atteindre, c'est simple, parce que souvent, vous allez faire des contrôles de cholestérol, vous allez demander à votre médecin traitant, etc. Mais vous allez pouvoir aussi regarder vous-même. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est le LDL cholestérol, et il faut que le seuil soit inférieur à 1 g par litre, après un AVC. Aujourd'hui, on parle aussi de 0,7 g par litre. Bon, c'est sur les recommandations de l'HAS de 2014 où on parle de inférieur à 1 g par litre. Inférieur à 0,7 g par litre quand on a en plus une coronaropathie et en plus un diabète. Donc, et je pense que sur des études récentes, et on va aller dans les années à venir à être beaucoup plus strict avec les seuils de cholestérol. Alors, je ne sais pas si vous posez cette question, mais beaucoup de patients me demandent pourquoi supprimer le cholestérol, il paraît qu'on peut vivre avec, etc. etc. Et ben moi, j'ai été marquée une fois lors d'une conférence scientifique par un cardiologue qui nous montrait une diapositive très parlante, je trouve. Il nous montrait les taux, les normes de LDL cholestérol chez les êtres humains et les normes de LDL cholestérol chez différentes espèces animales. Ben, chez l'animal, notamment le chien, on a un taux de cholestérol qui est inférieur à 0,3 g par litre. Donc là, on se pose quand même des questions, parce que nos normes ont été faites quand même dans une société où il y a une surabondance alimentaire, et on se pose la question de pourquoi toutes les espèces animales, et surtout les mammifères, ont un taux inférieur à 0,3, et nous, on se pose encore des questions sur des taux supérieurs à 1 g par litre, quand on voit des images pareilles. Alors là, je le dis à chaque fois parce que je gâche la soirée de tout le monde en disant ça. L'alcool est un facteur de risque de faire un AVC parce que longtemps on a cru... Pascal, écoute, ça te concerne. Là, je vais m'arrêter. Ça c'est fait. Donc, alors... Peut-être que ça dépend de la qualité du vin aussi. Ça n'a pas été étudié. Donc voilà. Donc longtemps, on a cru qu'un verre de vin par jour était un facteur protecteur vasculaire. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux. Il y a une étude qui est tombée en 2018 qui montre que le risque de faire un AVC est avéré dès le premier verre. Et là, je vous dis, on n'a pas testé la qualité du vin. Donc je ne peux pas dire. Voilà. Donc il y a encore une chance. Alors, pour les autres facteurs de risque, je vais être brève. Alors, la durée du travail, oui. Quand on travaille plus de 40 heures par semaine, ça a été étudié de façon spécifique, on augmente notre risque de faire un AVC. La durée du sommeil aussi étonnant que ça puisse être. Le sommeil court augmente le risque d'AVC de 13%, et le sommeil long, quand c'est supérieur à 10 heures, il augmente de 40%. Alors, je le dis tout le temps, travaillez moins et dormez moins. Donc, petite conclusion pour parler du travail de toute notre équipe. Ce qui est important, à mon sens, de savoir ce soir, et le but de notre présence ici ce soir, c'est de vous dire qu'il y a une équipe qui travaille 24/24 pour recevoir des AVC à la phase aiguë. La phase aiguë, c'est un AVC au moins de 3 heures ou de 4h30. Il faut venir le plus vite possible. Et pour accéder à cette filière, il faut tout de suite appeler le 15. Donc c'est une filière hyper rapide qui nous permet de court-circuiter tous les autres circuits des urgences médicales. C'est vraiment le message le plus important pour vous aujourd'hui. Alors savoir reconnaître les signes d'AVC, on en a parlé en long et en large, et avoir une hygiène de vie, une correction des facteurs de risque afin de ne pas de réduire son AVC. Et là, c'est votre rôle à vous, avec les quelques éléments que j'espère avoir pu vous donner ce soir. Et merci de votre écoute. Merci beaucoup, Lilia.
Là aussi, on va casser un peu la soirée un peu plus, mais on va parler de régime. Que faut-il manger après un AVC? Alors, justement, donc Lilia vient de nous présenter les facteurs de risque cardiovasculaire. Par chance, certains, on peut travailler dessus. Alors, par le biais des traitements, ça c'est très important. Chose à retenir avant que je commence quoi faire un peu à la maison, c'est que c'est pas parce que vous avez un cholestérol qui redevient normal ou un diabète qui redevient normal, et encore plus pour la tension, parce que ça on a pu le voir, qu'il faut arrêter les traitements. D'accord? Idem pour le régime. Finalement, c'est pas un régime, vous allez voir. J'espère que vous allez bien comprendre que je parle d'une hygiène de vie et non pas de régime, parce qu'il n'y a pas de raison de faire des restrictions. Alors, en fait, là, finalement, dans ce que j'ai essayé de vous présenter, c'est très, très synthétique, parce que ce serait beaucoup trop long de vous expliquer chaque régime de chaque facteur de risque cardiovasculaire, mais je vais essayer de faire les grandes lignes. Alors, le numéro 1, on a dit que c'était l'hypertension artérielle. Alors, il faut savoir que pour l'hypertension artérielle, la chose à faire, c'est de faire attention au sel. Pour le sel, on n'est pas sur du sans sel, ça n'existe pas. Il faut savoir que même si vous essayez, vous aurez toujours 1 gramme de sel dans votre alimentation. Donc, vous voyez, le 0 n'existe pas. Par contre, les recommandations, ou plutôt, on va dire, le consensus qui s'est fait, ça a été à 6 grammes de sel par jour, pour avoir une aide au niveau de l'hypertension artérielle. Donc 6 grammes de sel par jour. Pour vous donner juste une idée, ça va être 3 morceaux de pain, 3 quarts de baguette du coup, et 2 pincées de sel dans chaque plat. Là, j'ai pas compté le fromage ou autre, mais le rôle de la diététicienne, justement, c'est vraiment de vous accompagner en fonction de votre hygiène, vos habitudes alimentaires, et du coup de réadapter. D'accord, donc voilà, ça c'est un peu la chose à retenir. Jamais 0, ça sert à rien, et on part toujours de ce que vous faites pour réduire progressivement jusqu'à 6 grammes de sel. Vous voyez, j'ai pas complètement exclu les aliments salés ni le sel de table dans l'exemple que je viens de vous citer. Alors, pour le diabète, on va avoir surtout un travail sur les glucides, donc les glucides simples et les glucides complexes, donc sucre lent et sucre rapide. Donc, en fait, finalement, le message à retenir, c'est la répartition des glucides. Et quand on est diabétique, la chose très importante, c'est pas d'apport en glucides en dehors des repas, parce que du coup, vous allez faire des pics d'hyperglycémie plus ou moins associés à une hypoglycémie réactionnelle. Et les fibres. Alors ça, c'est important pour tout finalement régime. Les fibres, donc ça va se retrouver dans les légumes, dans les fruits, dans les légumineuses, dans les céréales. C'est ce qui va vous permettre de contrôler vos glycémies, la satiété et du coup le poids. Pour le cholestérol, alors là on en a beaucoup parlé, il faut savoir que le cholestérol, c'est pas toutes les graisses, ce sont les graisses animales. Donc vous avez tout ce qui va être à base de viande, le fromage, etc. Vous avez aussi des graisses qui sont protectrices, comme les oméga 3, on en entend beaucoup parler. Attention aux huiles riches en oméga 3, comme le colza par exemple, que je vais moi-même recommander souvent. Mais par contre, si votre bouteille d'huile vous fait 1 mois, c'est que vous en mettez trop, et donc du coup forcément c'est que le poids va peut-être augmenter. Et donc du coup l'obésité finalement, l'obésité c'est un déséquilibre. Tout à l'heure je vous parlais du fait de dépenser trop et de ne pas apporter suffisamment pour la dénutrition. Le surpoids, ça va être de consommer trop par rapport à vos dépenses énergétiques. Donc dans une hygiène de vie, on va parler aussi d'un équilibre de tout ça. Donc ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, parce que ça on a des conséquences, c'est qu'il n'y a aucun aliment interdit. J'espère que j'ai essayé de vous le faire comprendre. Il n'y a pas d'aliment interdit, il faut juste varier. Dans l'équilibre alimentaire, on parle de fréquence, de variation, de qualité et de plaisir alimentaire. Très important pour l'équilibre. Donc c'est la surconsommation qui va faire finalement augmenter le risque d'AVC, et que les régimes stricts ne sont pas du coup nécessaires, parce qu'il va y avoir souvent une réaction. Vous pouvez peut-être, vous en avez eu malheureusement l'occasion de le voir sur vous, une reprise de poids après des régimes trop stricts. Et là, du coup, ça augmente le risque. Je finis juste en parlant de l'activité physique. On peut
parfois penser qu'au régime. Mais il faut savoir que, comme je vous ai expliqué, quand on prend du poids, c'est un déséquilibre entre vos dépenses énergétiques et vos apports. Parfois, et même souvent, si vous augmentez vos dépenses énergétiques, vraiment vous améliorez vos risques, vous diminuez les facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut savoir une chose, c'est que perdre 5 kilos permet d'améliorer tous vos facteurs de risque cardiovasculaire. Je ne suis pas en train de dire que vous les aurez plus, je dis juste que rien que 5 kilos, ça permet tout de suite un changement. Par contre, on n'est pas sur 5 kilos en un mois. On va être sur beaucoup plus longtemps. On peut vous laisser 6 mois, on peut vous laisser 1 an. Ce qu'on va chercher à avoir, c'est une stabilisation du poids, puis progressivement une perte de poids. Et forcément, au niveau de l'activité physique, on va essayer de limiter la sédentarité. Donc, on va vous recommander de marcher, de prendre les escaliers, de faire des petites balades de 30 minutes au début, puis 45 minutes, etc. Si vous partez tout de suite 1 heure, vous serez dégoûté et vous ne recommencerez pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé et c'était pas très agréable. Hop. Je vais laisser la parole du coup à Justine, Merci notre neuropsychologue. beaucoup Claire, merci. Tout le monde a parlé ce soir. Il y a encore 2 personnes ici qui n'ont pas parlé. Donc Justine qui est notre neuropsychologue, qui va vous parler du bilan neuropsychologique qu'on fait dans le service. Justine, en quelques minutes, parce qu'on a vraiment parlé beaucoup. Vous tenez le coup là, tout le monde là ce soir? Je suis impressionné. Ce sera rapide de toute façon, vous savez que vous pouvez compter sur moi là-dessus. Alors, donc, je suis Justine Montillot, neuropsychologue donc, au service de neurologie. J'interviens notamment donc, dans les CPP, c'est-à-dire 4 à 6 mois après l'AVC. Et donc, je vais faire ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique, c'est-à-dire un bilan qui permet d'évaluer donc, les différentes fonctions cognitives telles que la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives qui sont le chef d'orchestre du cerveau, donc qui permettent de s'adapter aux différentes situations ou encore de s'organiser au quotidien, par exemple. Ce bilan va se dérouler en 2 temps. Donc l'entretien qui permet un petit peu d'apprendre à connaître le patient, son entourage, son mode de vie, et des exercices qui permettent donc d'évaluer toutes ces fonctions cognitives. Dans l'autre sens. Donc après un AVC, on peut retrouver différentes difficultés. Par exemple, un ralentissement, des difficultés à se concentrer, des petits oublis ou encore des difficultés d'organisation. On va pouvoir aussi retrouver parfois des dépressions, de l'anxiété, des troubles du comportement tels que de l'irritabilité, de l'agitation ou encore ce qu'on appelle de l'apathie. Donc c'est le fait de ne rien faire, de ne pas arriver à mettre en route pour faire des activités. Donc c'est typiquement quelqu'un qui va rester dans le canapé toute la journée à regarder la télé. Et donc on en a déjà parlé précédemment, la nosognosie, donc le fait de ne pas être conscient de ces difficultés. Alors les différents objectifs du bilan, ça va être donc d'établir un profil cognitif avec les forces et les faiblesses, parce qu'on en a tous. Ça va être aussi d'orienter la prise en charge. Est-ce qu'il y a besoin de rééducation cognitive? Est-ce qu'il y a besoin de psychothérapie, de psychomotricité, de beaucoup de choses? Et aussi, on va essayer donc de vérifier que l'AVC est le seul facteur et la seule cause de difficultés que l'on peut retrouver. Est-ce que ça ne pourrait pas être dû à des troubles du sommeil, comme le syndrome d'apnée du sommeil? Ou est-ce que ça ne pourrait pas être dû à une maladie neurodégénérative associée ou encore de l'épilepsie? Enfin, ça peut être plein de choses. Et donc, d'accord. Donc, comment faire pour améliorer ces fonctions cognitives, que ce soit pour des personnes qui ont eu un AVC ou pas d'ailleurs? Eh bien déjà, il faut une bonne hygiène de vie, comme on a cessé de vous le répéter précédemment. Il vous faut aussi donc diversifier vos activités. Donc ça peut être aller à la cueillette aux champignons, faire du sport, ça peut être faire de la peinture, aller visiter une exposition,
vraiment le plus de choses différentes. Ça peut être même juste faire de la cuisine. Voilà. À partir du moment où vous apprenez des nouvelles choses, vous développez vos fonctions cognitives. Il existe aussi des petites applications mobiles, donc il s'agit de jeux cognitifs qui sont mieux sur tablette, je préfère, et qui proposent des petits jeux de mémoire, des jeux d'organisation, qui permettent d'améliorer les fonctions cognitives. Et puis vous avez les classiques Sudoku, mots fléchés, jeux de société, jeux de cartes, voilà. Eh bien, j'ai terminé. Merci beaucoup. Avant de vous donner la parole, en fait, on a tout faux. Parce que je vous ai dit, on peut éviter, on peut prévenir, éviter l'hypertension, le diabète, ne pas rester assis. Et bonjour. Ici présent, Élise va vous montrer qu'on a tout faux parce qu'on n'a pas pu prévenir son accident à elle. Elle n'est pas hypertendue, elle n'est pas diabétique, elle est jeune. Et elle va vous raconter, alors qu'elle préparait le marathon, en train de courir, et vous allez nous dire vous-même, par vos mots, ce qui s'est passé. À vous, Élise. Bon, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Élise Maty, j'ai maintenant 30 ans. Effectivement, j'ai une histoire un petit peu particulière que je vais vous raconter, mais je vais d'abord vous dire pourquoi je suis là ce soir. C'est parce qu'une personne sur 4 dans sa vie va faire un AVC. Donc c'est énorme. C'est vraiment, pour vous comparer, une femme sur 8 fait un cancer du sein. Une personne sur 4 fait un AVC. On n'en parle vraiment pas assez. Moi, je suis donc maintenant médecin et ça me tient vraiment à cœur parce que mon AVC, effectivement, on n'a pas pu le prévenir. Donc, je n'ai pas envie que vous passiez par ce que j'ai vécu ces 2 dernières années. Voilà. Donc, moi, j'ai 30 ans maintenant. J'ai connu toute l'équipe du professeur Hosseini. Je suis passée par là. Donc, le 10 février 2017, je me préparais pour le marathon. J'étais prête, archi prête. J'étais hyper sportive, peut-être un peu trop. Et un matin, je suis partie courir à 6h du matin. Donc j'étais dans mon entraînement, tout allait bien. Et d'un coup, j'ai eu une violente douleur à la nuque à droite. Et j'ai dû continuer de courir quelques secondes. Et après, je me suis retrouvée par terre. Et comme l'a dit le professeur Hosseini, j'ai eu une anosognosie parce que je n'ai pas compris que j'étais paralysée. J'essayais coûte que coûte de me relever. Ça a dû durer une bonne dizaine de minutes. Après, j'ai fait une crise d'épilepsie partielle de tout mon côté gauche. Et étant en médecine, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc qui ne va pas. J'ai vraiment paniqué. J'ai essayé d'utiliser mon téléphone, je n'ai pas réussi. Et j'ai eu beaucoup de chance dans tout mon parcours. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Une femme m'a retrouvée par terre à 6h du matin. J'aurais vraiment pu y passer. Elle m'a retrouvée, elle a tout de suite eu le bon réflexe. Elle a appelé le 15. Les pompiers sont venus tout de suite. Et j'ai tout de suite été transférée en unité neurovasculaire. Donc malheureusement, moi, tout ce qui est thrombolyse, tout ça, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça a peut-être évité d'empirer les choses. Mais malheureusement, j'ai eu les séquelles, elles sont toujours là. Et voilà, bref. Mais mon histoire n'est pas triste. Ouais, mon histoire n'est pas triste parce que je suis quand même passée par le fauteuil roulant. J'ai réappris à marcher, maintenant je marche. J'ai repris mes études de médecine que je finis là dimanche. J'ai eu ma thèse de médecine. Merci beaucoup. Avant tout ça, j'ai vu les orthophonistes, j'ai vu la neuropsy, j'ai vu la kiné, que je fais toujours d'ailleurs. La kiné, j'en fais toujours. J'ai appris à marcher, je recours maintenant 1 ou 2 kilomètres pour mon plaisir personnel. Donc voilà, tout va bien maintenant pour moi. J'ai même rencontré, grâce à mon AVC, j'ai rencontré l'homme de ma vie, donc ça c'est quand même quelque chose. Ouais. Je vais juste dire un petit mot sur lui, c'est que lui a fait aussi un AVC à 24 ans. Il a eu la malchance d'avoir fait l'AVC de l'autre hémisphère de son cerveau, donc à gauche, donc il était complètement aphasique. Il était mutique et à 24 ans, il s'est donné les moyens de réapprendre à parler grâce aux orthophonistes qu'il remercie aujourd'hui. Il finit ses études aussi actuellement. Donc c'est vraiment, après un AVC, faut vraiment avoir beaucoup de courage. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire, évitez d'en avoir un si vous pouvez. Si vous avez de l'hypertension, demain, vous allez chez votre médecin généraliste, il vous donne un traitement. Ça peut peut-être vous éviter de passer par tout ce qu'on a vécu. Voilà, moi j'ai aussi, parallèlement à tout ça, écrit un livre pendant l'année où j'ai vraiment galéré. J'espère qu'il sera publié un jour, je pense que oui, mais bon, on verra.
Et j'espère que vous le lirez, parce que c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de plein de personnes qui sont victimes d'AVC, 150 000 par an, un toutes les 4 minutes. Donc depuis qu'on parle tout à l'heure, il y a beaucoup d'AVC qui ont eu lieu en France. J'espère que ce ne sera pas vous, donc si vous avez retenu l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'obésité, faites de l'activité physique et rappelez-vous des signes cliniques parce que vous pouvez peut-être sauver quelqu'un. Si vous appelez le 15, moi on m'a sauvé la vie. Donc j'espère que vous pourrez un jour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et avec mon copain donc, que j'ai rencontré suite à mon AVC, on a fait un projet, c'est qu'on a fait le tour de France et d'Europe pour parler de l'AVC, pour prévenir les gens que c'est un mal qu'on peut quand même prévenir. On a rencontré plein d'associations, notamment France AVC, France Aphasie. On a fait de la prévention comme ce soir. Et je vais demander à vous montrer une petite vidéo. Ouais. On a fait le tour de France et d'Europe. Ouais. Bonjour, moi c'est Louis. Et moi c'est Élise. Nous avons tous les deux 29 ans. Nous avons récemment subi un AVC. Ensemble, nous avons un beau projet que nous voudrions partager avec le plus grand nombre. On aimerait parcourir l'Europe au travers d'un road trip engagé pour rencontrer des associations de victimes d'AVC et d'aphasie et sensibiliser les gens à ce genre d'accident. Pendant 2 mois, nous parcourrons près de 8000 km à travers 28 villes européennes réparties dans 9 pays à bord d'un van. On aimerait aussi changer la vision du handicap. Pour cela, nous tiendrons des conférences en français et en anglais dans chaque ville. Le grand départ est prévu pour le mois d'août 2019. On a hâte de vivre cette aventure et de prendre la route à votre rencontre. Vous voyez qu'on va voyager tous ensemble. Bravo Élise, vraiment on peut être très fier de ce que vous avez fait parce que moi je vous ai connu allongé, puis petit à petit debout, reprendre et cette volonté que vous avez. Combien d'heures vous consacrez à la rééducation? 2 heures. Et au début 4 heures. Donc vous voyez, c'est un travail et Élise continue à progresser. Elle vous a dit, elle termine son internat, elle va être chef de clinique la semaine prochaine. Donc elle prend son travail, elle recourt 1 à 2 kilomètres et son copain, il reparle, moi je l'ai entendu, il reparle et il fait des conférences. Il fait des conférences et il a parlé de l'AVC dans toutes ses capitales. Donc bravo pour tout ce travail. Maintenant, on vous donne la parole. On ne va pas faire de consultation publique. Donc si c'est une affaire personnelle, une consultation, on ne va pas pouvoir répondre, mais sur les généralités, on est à votre disposition, toute l'équipe ici. Et vraiment, je vous félicite pour la qualité d'écoute que vous avez. C'est impressionnant dans une salle qui n'est pas faite pour, parce que vous voyez, on doit tourner de gauche à droite. J'espère qu'on ne va pas avoir des torticolis après ça. Alors, levez la main et on vous passe le microphone. Merci. Donc il y a 2 micros qui vont circuler et on va faire chacun son tour, hein. Un à gauche, à droite. Je propose de distribuer la parole, puisque comme ça je garde le micro et puis vous la donnez. Allez-y. Bonjour. J'ai vu une émission sur Arte il y a une quinzaine de jours sur le cholestérol et sur les statines. Et ils m'ont fait très peur parce que je prends des statines. Et bon, ils parlaient d'effets secondaires très nocifs, de problèmes neurologiques suite aux statines et de cancer, enfin de tas de problèmes secondaires. Et ils m'ont fait peur. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous. Oui, donc vous faites bien de poser cette question parce que c'est un peu récurrent et c'est pour ça que j'ai commencé par en parler. Effectivement, les statines, comme tous les médicaments, ont des effets secondaires. Les effets secondaires principaux sont les douleurs musculaires et articulaires, l'élévation des enzymes musculaires et la perturbation du bilan hépatique. Ce sont des choses qu'on surveille au quotidien et lorsqu'on voit que les patients sont très très gênés, à ce moment-là, on change de molécule,
ou alors on réadapte bien sûr le traitement aux besoins du patient. Si on a des patients par exemple qui ont des artères comme ce que je vous avais montré, on essaye vraiment de trouver des solutions pour garder un traitement antilipidique quel qu'il soit, sachant qu'il y a plusieurs traitements et que tous les effets secondaires dont vous parlez sont surveillés par des bilans et qu'il y a toujours un dialogue avec le médecin concernant les effets gênants et les risques. Donnez le micro. C'est bon, on va pas polémiquer sur ce cas, mais pour vous dire que tous les médicaments que nous utilisons sont toxiques. Je commence par l'aspirine. Ça peut causer, on peut envoyer des patients en réanimation par l'aspirine, mais quand on voit les bénéfices par rapport aux risques, et surtout chez qui on est en train de donner, on est en train de parler d'artères bouchées dans le cerveau ou dans des endroits stratégiques qu'on ne peut pas opérer, malheureusement, dans certains cas, on n'a pas d'autre moyen que donner des produits toxiques. On sait que c'est toxique, mais parce que le bénéfice est là et le risque est là. Donc c'est toujours question de bénéfice-risque. On prend quelquefois des risques et parfois, chez nos patients, on donne des mégadoses de ces statines. Ce n'est pas pour le plaisir, mais parce qu'on sait que cette plaque d'athérome, elle est instable, elle va s'éclater et elle va causer un AVC. Donc c'est au cas par cas. Et je n'oublie pas, dans cette question de cholestérol, d'insister, c'est passé un peu sous silence, toujours le régime d'abord, toujours chercher à éviter ce qui augmente le cholestérol et les lipides, et quand on n'a pas le choix, on va compléter par des médicaments qui peuvent être toxiques. Merci. Parlez ici, des questions de ce côté-là? Non, alors allez-y. Ah, pardon, allez, madame, allez-y. Oui, bonsoir et merci déjà pour tout ce que vous nous avez dit, c'est vraiment passionnant. Je voulais juste vous poser une question par rapport au fait dont vous avez parlé tout à l'heure. Quand la personne arrive, on fait passer l'IRM, sauf si elle a du métal à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe si elle a du métal à l'intérieur? Est-ce que le scanner est aussi efficace pour le diagnostic, s'il vous plaît? Oui, il est aussi efficace. Ouais, c'est mieux. Alors, on a l'avantage d'un centre où il y a une usine NV, tous ces soins, qui a en parallèle un service d'imagerie qui répond à la question. Et le scanner, on peut aller d'un simple scanner à des méthodes beaucoup plus sophistiquées pour répondre à la question. Y a-t-il un AVC ou pas? Le site d'occlusion et même l'analyse de la perfusion cérébrale et en conséquence la viabilité cérébrale. Oui. Parce que si le patient n'est pas capable de dire s'il a été opéré, s'il a du métal, il arrive comme ça, comme on peut diagnostiquer qu'il a du métal Alors on lui met un aimant et puis si on le soulève, c'est qu'il a du métal. Souvent, ça se passe, il y a l'entourage. Il y a un entourage. Quand on ne peut pas l'interroger, il y a un entourage. Pas forcément, hein. Madame, quand elle est arrivée chez vous, la personne l'a sauvée, mais il n'y avait pas son entourage pour dire... et elle-même n'était peut-être pas en capacité de dire... Il y a l'âge, il y a les traces, il y a toujours un examen clinique qui est effectué, il y a la tranche d'âge. Oui, et en cas de doute, oui, on ne va pas faire d'IRM, on va passer au scanner. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas passer d'IRM quand on avait ce genre de choses. On a une IRM à Mondor, en tout cas, qui vient qui est opérationnelle depuis maintenant quelques années, qui a comme des portiques à l'entrée. Et dès qu'il y a un objet métallique qui s'approche, par exemple, nous, infirmières, quand on a nos poches pleines et qu'on sait qu'on doit se déshabiller, si on a oublié malencontreusement, j'en sais rien, une montre dans une poche ou autre, ça sonne en fait pour nous avertir, attention, il y a quelque chose qui rentre là. Okay, merci voilà, donc je pense que maintenant les nouvelles IRM sont équipées de ça, je pense, pour les centres les mieux dotés. Oui, bonsoir. En fait, je voudrais savoir si l'AVC, si vous savez, si ça a des origines éventuellement génétiques ou héréditaires. Enfin, je ne connais pas bien la différence entre les deux, mais voilà la question. Il y a des familles à risque. Donc, il n'y a pas un gène de l'AVC, mais il y a des familles à risque. Et les familles à risque, par exemple, là, on a parlé des facteurs de risque. Il y a des familles où il y a plus d'hypertension artérielle, plus de diabète, plus de cholestérol. On peut avoir du cholestérol à l'âge de 10 ans, donc il y a du cholestérol familial. Donc tous ces facteurs de risque, on peut trouver une incidence plus élevée dans une famille d'AVC. Il y a de très rares formes de causes génétiques
où c'est des mutations de certains gènes, où là, ça peut donner des AVC, mais c'est une rareté. Sur des milliers de cas, on trouve un seul cas où c'est un gène muté qui détériore des protéines ou des anomalies de la paroi des artères du cerveau et causer des AVC, mais ça reste quand même exceptionnel. N'hésitez pas, il y a plein de spécialistes là, hein, donc à notre diététicienne. Merci pour votre brillante présentation. Je voulais vous poser la question. Il y a un certain médecin dont je ne citerai pas le nom qui a vraiment tiré à boulet portant sur les statines. Les patients arrêtés, avez-vous le nombre d'AVC suite à cette émission et à cette intervention de ce médecin? Y a-t-il eu plus d'AVC? Oui, on a vu ça. On n'a pas les études qui ont été faites pour savoir le nombre d'AVC. Je n'ai pas de chiffres, mais il y a eu une autre polémique où vous avez entendu des nouveaux anticoagulants oraux qui remplacent les antivitamines K. Donc, il y a des nouveaux anticoagulants. Maintenant, on prend par la bouche qui ne nécessitent plus de prise de sang. Et là aussi, il y a eu toute une polémique de dire « Oh là là, c'est dangereux, il n'y a pas d'antidote, il n'y a pas d'analyse de sang ». Et on a vu à l'arrêt de ces médicaments-là une poussée vraiment des AVC parce que les gens avaient peur de prendre ces anticoagulants. Là aussi, c'est toxique, c'est dangereux, ce n'est pas un bonbon qu'on vous donne, ça fait saigner. Mais on a vu que l'arrêt de ces produits-là, de ces médicaments, ça amène plus de patients dans nos unités. Et les statines, c'est la même chose aussi, cet arrêt intempestif, alors qu'il y a une plaque d'athérome, ça ne fait que progresser la plaque d'athérome et boucher l'artère et causer un AVC. Vous avez prévu quelque chose pour la fermeture ici? À quelle heure on doit éteindre la lumière? Ils sont où les... Maximum. Oui, bonsoir. Joël Boisseuil, formateur bénévole premier secours à la Croix-Rouge de Saint-Maur. Lorsque l'on évoque l'AVC lors des formations premier secours, on traite ça dans les malaises. Et il y a un certain nombre de choses à faire, en particulier une position dite de repos, qui est a priori allongée, voire éventuellement demi-assis pour certaines problématiques. Et dans le cas de l'AVC, on insiste fortement sur le fait que la personne doit rester allongée. Ce qui amène des questions des participants. Lorsqu'on a évoqué les hémorragies, on a indiqué qu'il fallait laisser la personne allongée pour que le cerveau soit bien irrigué. Et j'en reviens à l'AVC s'il est d'origine hémorragique. Le fait de laisser la personne allongée va favoriser l'hémorragie. Donc doit-on effectivement maintenir obligatoirement la personne allongée ou peut-elle être dans une autre position? Merci pour la question. Vous parlez pour les 30 minutes de transport là? C'est pour la prise en charge, le primo-intervenant. Oui, pour c'est ça. Ça dure 30 minutes. Avant l'intervention des secours. Donc, il faut faire très très vite pour vous, si vous êtes spectateur de ce genre d'accident, c'est repos strict. Pourquoi on dit d'allonger le patient victime d'AVC? Parce que avant de faire l'imagerie, on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau. Est-ce qu'il y a une hémorragie ou une artère se boucher? Nous, on n'a pas, avec un stéthoscope, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur du crâne. On a absolument besoin de l'imagerie cérébrale, scanner pour répondre à madame, ou IRM, ça nous répond à la question. Mais avant de savoir ce qui se passe dans le cerveau, est-ce que c'est hémorragique ou une artère bouchée, et qu'est-ce qui est bouché? Si on met le patient en position assise et pire, debout, quand il y a une artère qui est en train de se boucher, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez de sang qui arrive dans le cerveau. Donc les neurones qui sont off, mais qui sont encore vivants, on peut perturber le peu de sang qui peut encore arriver dans leur cerveau. Le fait de les basculer debout ou de les mettre assis, de mettre la tête au-dessus du cœur, ça peut faire chuter le débit sanguin cérébral. C'est pour ça, les réflexes que vous devez avoir, c'est allonger le patient, la tête et le cœur doivent être au même niveau, ne pas le faire manger, ne pas lui donner à boire, parce qu'on a besoin d'avoir un patient à jeun. S'il y a des vomissements en position latérale de sécurité, ne pas faire baisser la tension artérielle les premières minutes, parce que cette tension artérielle, elle peut s'élever, et c'est à nous de dire comment réagir en face de cette hypertension artérielle. Donc dans ces cas-là, avant l'imagerie, c'est la tête et le cœur doivent être au même niveau. Bonsoir. J'aimerais juste savoir si, en cas d'AVC, il y a des risques de perte de conscience. Oui.
Absolument, il y a des AVC malheureusement qui peuvent être tout petits mais qui peuvent mettre quelqu'un dans le coma. On a des endroits très précis dans le cerveau, même c'est en dessous du cerveau, dans ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et ça, si c'est touché même par une toute petite AVC, ça peut mettre quelqu'un en somnolence profonde jusqu'au coma. Et je ne parle pas de l'AVC. Plus il est grand, plus le patient il est endormi et peut aller vers un sommeil de plus en plus profond. Donc, selon l'endroit et selon la taille de l'AVC, ça peut altérer la vigilance jusqu'à mettre quelqu'un dans un état de coma. Autre question? C'est toujours moi qui réponds, je commence à fatiguer là. Bonsoir à tous. Alors déjà, je suis très heureuse de voir les progrès depuis les études de 1988, où je participais au CHRU de Nice sur tous ces nouveaux protocoles. Ça, c'est une excellente chose. Je voudrais simplement aussi vous signaler une chose, la difficulté de pouvoir différencier un AVC d'une rupture d'anévrisme ou d'un angiome, dans le sens où vous pouvez avoir un facteur initial, perte de connaissance, poussée hypertensive à 25, je ne me rappelle même plus de la minima, tellement elle était haute aussi, avec une récupération, mais une raideur de nuque qui reste. La seule grosse difficulté, c'était à l'époque, en mai 88, je ne pourrais jamais oublier, c'était le jour de l'ascension, c'est d'arriver à avoir un IRM ou un scanner de libre pour la passer en urgence dedans. Donc, avec beaucoup de courage, j'ai assuré le suivi parce que je fais partie du corps médical et paramédical. J'ai une connaissance non négligeable en neurochirurgie et à force de pousser de mes mains et de tout, on l'a passé dans la machine et on s'est rendu compte que ce n'était pas un AVC, mais c'était une rupture d'un angiome en fosse postérieure très compliqué à déceler. Si je ne m'étais pas acharnée, on l'aurait laissé ressortir et elle aurait fini par mourir de cette hémorragie. Merci. Oui. Ça c'est fini maintenant. Devant tout déficit neurologique d'apparition brutale, urgence, SAMU, urgence, imagerie. Voilà. Voilà. Actuellement, si on ne fait pas l'imagerie, c'est criminel. On fait ça à 24 sur 24, on a une astreinte, on est 2 gardes, il y a toujours quelqu'un, les machines tournent. Voilà, toutes les secondes. Ça c'est fini. C'est du passé. Madame? Oui, bonjour, je voudrais m'adresser aux neuroradiologues. J'avais la notion qu'on ne pouvait faire des thrombectomies que dans des heures très limites, et vous avez dit, je crois, ou j'ai mal compris, qu'on pouvait aller jusqu'à 24 heures. Vous avez très bien compris. Alors, ça a été validé. Ça a été validé. Ça a été validé. Le dernier virage révolutionnaire dans la prise en charge en phase hyper aiguë, c'était la validation de la thrombectomie en 2015. Suite à 6 études randomisées, très rapidement on a dit il faut associer le desktop avec la thrombectomie. Ok, c'est validé. Oui. Et maintenant, à partir de 4 heures, même maintenant la fenêtre thérapeutique par thrombolyse IV a été élargie parce qu'actuellement, et ça a été démontré, il y a 2 études qui ont montré l'efficacité des patients bien sélectionnés, basés sur un examen clinique et l'imagerie. Tant qu'il y a de la viabilité cérébrale, on peut intervenir et jusqu'à 24 heures validé. D'accord. Et avec pose de stents, si nécessaire. On ne pose pas de matériel. Le stent que vous avez vu, c'est un stent non largable. Oui. Il permet de récupérer le caillot. Mais on peut, même au bout de 24 heures, poser un stent si nécessaire. À 100%. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Ah, excusez-moi. Oui, j'ai plus de 80 ans. Je voulais savoir si vous avez un service qui est spécialisé, mais pour la prévention, c'est-à-dire lorsqu'on a, par exemple, un niveau de tension élevé, si vous avez un service qui aide. Oui, c'est un peu plus moi. On n'a pas de service à proprement dit de prévention comme on aurait par exemple une infirmière dédiée pour prendre des tensions, faire des glycémies capillaires. Ça existe dans certains pays où il y a des voitures de santé effectivement qui sillonnent, mais ça c'est plus dans les régions vraiment reculées. C'est dans d'autres pays, moi je sais que ça existe. En France, à ma connaissance, je ne pense pas.
Après, vous avez le meilleur allié en ville qui est votre médecin traitant et qui lui est tout à fait, qui doit pouvoir surveiller ça et qui est là pour ça aussi. Donc non, il n'y a pas vraiment de service préventif. Vous êtes la meilleure prévention puisque après, les appareils, attention, on peut en acheter. Je ne fais pas de la publicité pour les parapharmacies, mais un petit peu puisque les prix diffèrent énormément. Voilà, vous savez que vous êtes diabétique, vous avez quand même droit à un appareil à glycémie. Donc voilà, vous savez que vous avez des facteurs de risque, faites-vous surveiller. Le cholestérol, c'est aussi voir le médecin traitant régulièrement, refaire des prises de sang régulières, pas forcément tous les mois, mais une fois par trimestre ou tous les 6 mois, ça suffit. Voilà, c'est vraiment avoir un suivi médical en ville régulier. Donc j'aimerais juste rajouter à ça. Oui, juste j'aimerais compléter la réponse. Donc là, ma collègue vient de parler de la prévention secondaire avant la survenue d'AVC. Mais pour la prévention primaire, on a mis en route plusieurs systèmes de prévention. Donc le premier qui a été mis en place récemment, c'est lorsque le patient fait un AIT, on le revoit très vite après une imagerie, on le voit aux urgences, on fait une imagerie des vaisseaux, etc. On élimine tout ce qui est urgent. On le revoit très vite chez nous en hôpital de jour avec tous les examens cardiaques possibles, une échographie cardiaque, un Holter ECG, une imagerie des vaisseaux, une prise de tension, un ECG, et il voit un neurovasculaire et on réadapte les traitements. Donc ça se fait à 1 semaine après un épisode aigu ou après que le patient soit rentré chez lui. Et il y a un autre système aussi qui est fait par le service de cardiologie en collaboration avec nous, qui est très très intéressant aussi. C'est qu'à la sortie des patients de chez nous après un AVC, ils sont revus 3 semaines à 4 semaines après en hôpital de jour cardio-métabolique où ils font une échographie cardiaque, une échographie transœsophagienne, un Holter ECG encore une fois, une imagerie des vaisseaux, un conseil diététique, et ils sont vus aussi par un cardiologue qui va réadapter un bilan biologique bien sûr avec contrôle du cholestérol, etc., et qui va réadapter les traitements. Et puis après, bien sûr, il y a la consultation post-AVC que ma collègue a évoquée tout à l'heure, et une consultation 3 à 6 mois après un AVC par un neurovasculaire pour contrôler tout ça. Donc voilà. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose. Je suis aussi la diététicienne de l'hôpital de jour de cardiologie de Mont-d'Or, et nous avons vraiment une journée vraiment dédiée pour ça. Beaucoup de nos patients n'ont pas fait d'AVC, du coup ils ont un problème plutôt cardiaque. On a des patients jeunes et des patients moins jeunes, mais faut savoir que tous les jours, nous avons des ateliers aussi diététiques qui visent à la prévention des maladies cardiovasculaires et effectivement tout le reste des médecins. Donc c'est une journée assez lourde pour vous patients, mais très complète, voilà, et qui du coup fait partie de cette prévention des maladies cardiovasculaires et cardiaques. Merci beaucoup. Alors, vu que l'heure avance et que c'est bientôt fini, je vous propose les 2 dernières questions, parce que ça fait presque 2 heures que nous sommes ensemble, et on vous remercie beaucoup d'être là. Donc, les 2 dernières questions, Madame au bout là-bas, oui. Bonjour, j'aurais 2 questions. J'aurais voulu savoir si on voit... Comment ? Parce que j'avais dit les 2 dernières, mais je ne pensais pas que ce serait la même personne qui poserait les 2. Mais j'aurais voulu savoir si on voyait forcément un AIT ou un AVC, un début d'AVC, à un IRM. Et j'aurais voulu savoir aussi, quand on fait une hémiplégie gauche, est-ce qu'on continue à parler, on peut parler, ou est-ce qu'on est... Alors, la première question, l'AIT, ce qu'on appelle nous l'accident ischémique transitoire, c'est les mêmes signes que l'AVC, régressif, avec une IRM normale. Donc en fait, la seule différence entre les deux, c'est finalement la normalité de l'IRM. Ce qui veut dire que dans l'AIT, on a le sang qui ne vient pas vraiment au cerveau, il y a un ralentissement au niveau des flux cérébraux. Et puis l'AVC, c'est ce ralentissement qui se prolonge et qui provoque une lésion au niveau du cerveau. C'est le même mécanisme, sauf que la différence entre les deux, lésion cérébrale dans l'AVC et pas de lésion dans l'AIT. Donc c'est par rapport à ce que vous dites. Et pour l'AIT, on le détecte comment ? Eh ben, c'est les mêmes signes que l'AVC. On est à l'écoute des patients et puis on arrive à repérer tous les signes avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'expérience. Et en fait, c'est exactement les mêmes signes que l'AIT. Donc c'est vraiment sur la parole du patient, sur l'ensemble du terrain, donc c'est les facteurs de risque, etc. et sur les caractéristiques de ces signes.
Donc nous, on arrive à le détecter et l'AIT est diagnostiqué par un neurologue après avoir interrogé le patient et fait l'IRM cérébral. Donc c'est comme ça qu'on détecte l'AVC. Concernant la question, est-ce qu'on peut être hémiplégique et pour pouvoir parler? Oui. Le cerveau a énormément de zones. Il y a une somatotopie très très importante. Donc en fait, en fonction de la zone qui est atteinte, on va avoir des signes cliniques différents. Et les signes cliniques, on vous a présenté des signes grossièrement, c'est-à-dire l'aphasie, l'hémiplégie, l'hémianesthésie, mais il y a énormément de signes beaucoup plus subtils, et nous, on arrive à les déterminer en se disant survenue brutale de signes inhabituels et forcément neurologiques déficitaires. Ça pourrait être un AIT ou un AVC jusqu'à preuve du contraire, et ça pourrait aussi être un signe d'alarme. Donc oui, on peut avoir énormément de signes divers. Ouais. Je vous propose la dernière question. Alors la dernière question, au bout là-bas, madame. C'est trop tard, j'ai donné le micro à la dernière personne. Allez-y. Bonsoir, j'aurais juste aimé savoir si on connaît des cas d'AVC après un accouchement. Est-ce que ça arrive ? Oui, effectivement, après un accouchement, on peut avoir des AVC. Il y a plusieurs mécanismes. On sait que l'accouchement est un moment particulier de la vie où on a des pressions artérielles très très élevées. Une des causes les plus fréquentes d'AVC après un accouchement, c'est des AVC qui vont survenir après des dissections artérielles par des efforts de poussée, par une fragilité artérielle précessive, par des pics d'hypertension. On a les vaisseaux qui se fragilisent un peu, qui vont entraîner des dissections, et ça fait partie d'une des causes rares de l'AVC du sujet jeune, et notamment de la femme enceinte. Donc oui. D'accord, merci. Vous permettez une question parce que j'ai reconnu quelqu'un là-bas. Merci, bonsoir. Petite question rapide. Quelle est la proportion hémorragie par rapport au blocage? Excusez-nous, vous pouvez répéter la question s'il vous plaît. Disons le pourcentage de tous les AVC, hémorragie et blocage. Ischémique. Oui, donc l'AVC ischémique est l'AVC le plus fréquent. 90% des AVC sont ischémiques, donc par obstruction artérielle, et 20% hémorragiques. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Eh ben, merci écoutez, surtout à vous. Voilà. Merci beaucoup d'être venus, merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir été présents si nombreux. Donc bonne soirée et à très bientôt.